Parfait. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire pour discuter et échanger par rapport à les pairs en situation de pandémie. Alors, je me présente, Mardoché Martillus, je suis formateur et agent de liaison pour le regroupement pour la valorisation de la paternité pour le programme PAPA. Alors, mon rôle aujourd'hui va être un peu plus technique. Pour ceux qui me connaissent savent que j'adore ça. Alors, comment ça va se dérouler? On va vous demander de garder vos micros fermés, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans le chat. Je vais m'assurer de prendre tout ça en note. Par la suite, à la fin des présentations de tous nos panélistes, on va avoir une période de questions et une période d'échange. Alors, je vais être en mesure de dire votre nom avec la question ou juste de dire votre nom. Puis si ça vous tente d'ouvrir votre micro pour poser votre question, vous serez en mesure de le faire. Alors, encore une fois, je voulais juste vous remercier d'être présent. Et comme mentionné, ce webinaire est enregistré. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, si vous vous écrivez entre vous, et puis vous ne voulez pas que d'autres personnes soient au courant de ces conversations-là, je dois juste vous mentionner que lorsqu'on enregistre sur Zoom, on a accès à toutes les conversations, même si c'est entre vous. Alors, peut-être des fois de se garder une petite gêne. Alors, sans plus tarder, je passerai la parole à Raymond Villeneuve, directeur pour le regroupement de la valorisation de la paternité. Écoute, merci beaucoup, Mardoché, d'assurer la technique aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas nécessairement ce que tu préfères, mais en tout cas, c'est bien utile que tu le fasses. Un gros merci. Alors, écoutez, merci d'avoir… on entend comme un petit son en quelque part. Oui, tu sais, dans le fond, tu sais quoi, c'est… Voilà. OK, parfait. Merci, Mardoché. Mais merci d'être aussi nombreux. Là, il y a 86 personnes en ligne, mais au total, il y a 135 inscriptions. Surtout qu'on vous a invité seulement la semaine dernière. On voit vraiment que votre réponse nous confirme qu'il y a un besoin d'échanger, de se parler sur ce qu'on vit dans les organisations, sur comment on s'y adapte. Alors, un gros merci d'être aussi nombreuses aujourd'hui à l'événement. Vous le savez, moi, j'aime souvent donner des petites statistiques sur les personnes qui sont présentes parce que c'est important, notre réseau, ce n'est pas juste le RVP, c'est vraiment chacun d'entre vous. Alors, dans nos petites statistiques, on a constaté qu'il y avait 70% de femmes et 30% d'hommes dans les inscriptions. Il y a un truc qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que dans les personnes inscrites, il y a des représentants de toutes les régions du Québec, les 17. Ça, c'est vraiment chouette. Souvent, des fois, dans le nord du Québec, quand on fait des événements, c'est difficile de se déplacer. Mais là, vraiment, là, les 17 régions sont représentées, alors on est vraiment content. On peut remarquer aussi qu'il y a une quarantaine de représentants des organismes communautaires familles. Alors, salutations aux organismes communautaires familles qui sont très présents. Il y a une quarantaine de représentantes aussi des autres types d'organismes communautaires, les organismes en santé et bien-être des hommes, les organismes généralistes pour hommes, les maisons d'hygiène. Donc, c'est tout un réseau aussi qui est présent avec nous. Alors, salutations à toute la gang. Ce qui nous fait très plaisir aussi, c'est qu'il y a plus d'une vingtaine de personnes du réseau de la santé et des services sociaux. Alors ça, on est content aussi que vous soyez là parce qu'on a besoin de vous. Hein. C'est vraiment ensemble, le communautaire, le réseau public. Quand on travaille ensemble, c'est comme ça qu'on peut vraiment faire un bon filet de sécurité là, pour les pères en difficulté. Il y a aussi des gens des organismes en périnatalité, du milieu universitaire, des regroupements nationaux, plusieurs représentants aussi de la communauté anglophone et du gouvernement. Et je suis content aussi de souligner qu'il y a une représentante du Centre d'amitié autochtone de Québec. Alors, je tiens à la saluer particulièrement. Alors, donc, c'est ça. Bien, écoutez, ça reflète un peu notre grande famille. Hein? On est vraiment des gens d'un petit peu partout, beaucoup de gens du communautaire. Puis, ce qu'on a à cœur, dans le fond, c'est vraiment rejoindre, soutenir les pères en difficulté, les pères en général. Donc, c'est notre premier webinaire aujourd'hui. Si on fait des petites bêtises, des petites erreurs, bien, on demande votre indulgence. N'hésitez pas à nous le dire des suggestions pour qu'on fasse encore mieux la prochaine fois. Et la prochaine fois, ça va être en janvier. On va se faire un webinaire
à ce moment-là avec des organismes communautaires qui sont plus dans le secteur famille, des OCF, des haltes garderies, des centres de ressources périnatales, qui vont nous parler aussi de comment ils sont adaptés à la situation en période de pandémie. Et comme je le disais tantôt aussi, mettez dès maintenant à votre agenda la super conférence, 17 et 18 février prochain. Ça va être un événement en ligne, bien entendu, mais parole de RVP, on vous garantit, ça ne sera pas plate. On travaille fort. Vous savez, là, au RVP, on aime ça qu'il y ait de l'action, qu'il y ait des surprises, de l'émotion. Donc, inscrivez ça à votre agenda. Là, les informations vont vous parvenir très bientôt. Alors, aujourd'hui, on va se parler entre nous de comment soutenir les pères en difficulté en temps de pandémie. Puis écoutez, là, on est entre nous, là, c'est la gang, il y a plein de visages et tout ça. Alors, on va faire ça tout simplement. On a 4 super invités. C'est 4 personnes que j'aime beaucoup. Je pense que les gens, vous êtes bien connus dans le réseau, les gens vous apprécient beaucoup. Et je leur ai simplement posé 2 questions autour des 2 enjeux, la question des besoins, la question des services. Donc, comment les besoins des pères ont évolué en contexte de pandémie et comment, dans le fond, vos organisations sont adaptées, comment vos services se sont adaptés pour répondre à ces besoins-là. Alors, c'est aussi simple que ça. On va passer la parole à 4 personnes, une après l'autre, qui vont nous raconter comment ça s'est vécu. Puis volontairement, on a pris des gens avec des profils très, très différents qui vont arriver chacun avec leur angle, les besoins, les services. 15 minutes chacun maximum. Alors, ça va être aussi simple que ça. Puis quand ça va être fait, on va donner une période d'échange, de partage entre nous pour essayer d'approfondir ça, puis de se partager nos expériences bonnes ou mauvaises. C'est ça, on apprend dans les 2 types d'expériences. Alors, c'est tout simple, la formule toute simple qu'on vous propose, mais je pense que ce n'est pas parce que c'est simple que ça ne sera pas intéressant, au contraire. Alors, est-ce que ça vous va si on procède de cette façon-là? Super. Bien, c'est le fun. On est rendu à 89 participants. C'est super. Alors, nous allons commencer par Alexandre Dubert, directeur général de Coopère Rosemont. Quelqu'un qu'on aime beaucoup, un homme inspirant, engagé, créatif, qui fait plein d'innovations dans toutes sortes de dimensions dans son offre de service. Alors, je vais te demander, Alex, de briser la glace et nous parler des besoins, des services, des pères chez vous en période de pandémie. Alors, Alex, la parole est à toi. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, good. D'abord, je dois dire que je suis un peu impressionné parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde et de partout. Puis, je vais en profiter pour faire un coucou à Marie de Sainte-Anne-des-Monts. Voilà, c'est fait. Alors, donc moi, c'est Alex Dubert. Je suis donc directeur général de Coopère Rosemont, une ressource dédiée à la paternité dans Rosemont. Nous travaillons pour renforcer le soutien à la paternité, pour développer les habiletés parentales des pères et pour renforcer le lien père-enfant. Et notre base de travail quotidienne, eh bien, c'est le lien, c'est la proximité, le fait d'être en présence. Et donc, cela répond au code masculin. Donc, la pandémie nous a mis à mal sur cette base-là. Et puis a mis à mal donc les pères, donc les besoins que nous avons enregistrés de la part des pères en temps de pandémie sont multiples. Pour commencer, j'irai sur une approche générale. C'est sûr qu'on a ressenti une grande fragilité de façon transversale, beaucoup d'angoisse et une grande vulnérabilité économique. De façon particulière, alors de façon décroissante, je dirais, dans l'ordre d'importance, on a rencontré des besoins en lien avec la gestion de la dynamique du quotidien. Comment organiser une journée, quoi faire avec les enfants quand je suis en télétravail, beaucoup d'éléments de cet ordre-là. Aussi besoin de comprendre, se comprendre et puis comprendre la situation, donc besoin de parler. Des enjeux de gestion des émotions, des pères qui nous disaient que la proximité, voire par endroits la promiscuité avec la famille ou juste les enfants était un enjeu pour eux de gestion d'émotions.
il y a eu aussi des besoins pour trouver des repères, pour aussi normaliser la situation. Les pères avaient besoin d'entendre que ce qu'ils vivaient était probablement normal. Le fait de vouloir briser l'isolement a été très présent. On l'a ressenti beaucoup dans auprès des pères que l'on dessert, avec lesquels on a l'habitude de partager des temps. Également des besoins autour de la périnatalité, parce que surtout dans la première partie du confinement, il n'y avait pas accès lors de l'accouchement. En tout cas, ça a amené beaucoup de questions et beaucoup d'anxiété. Donc, comme on a un service d'accompagnement à la naissance, on était là pour eux. On a aussi eu des pères qui nous ont ramené vivre de la violence conjugale. Un gros besoin qui s'est exprimé est celui du répit. Effectivement, le fait d'être au quotidien avec la famille, puis au quotidien, tous les jours, n'étant pas une habitude, beaucoup ont exprimé qu'il était important pour eux de trouver juste un temps où ils pouvaient se retrouver tout seuls et être dans leur tête. Puis on a eu aussi des demandes de la part du réseau de la santé dans des situations particulières vécues avec les pères. Donc ça, c'était aussi une autre facette des besoins qui étaient exprimés. Autour des besoins plus positifs, parce qu'il y en a eu, et je tiens à les nommer, des pères qui ont exprimé des besoins autour d'idées d'activités avec leur enfant, d'idées de plein de choses, de repas, tout ce que vous voulez. Certains aussi voulaient aller plus loin dans leur paternité, plus loin dans leur coparentalité, puisque les circonstances de séparation ont amené des questionnements. Et certains y ont répondu avec beaucoup de construction. Et aussi des pères qui avaient des besoins en lien avec le développement du lien avec leur enfant. Donc, ça a quand même ramené des éléments positifs. Certains ont aussi souhaité confronter leur remise en question. Alors ça a été important, et c'est important pour nous de le souligner parce qu'il est significatif du lien de confiance qui nous est donné dans ce genre de circonstances, parce que le père ne viendrait pas nous solliciter pour ce genre d'enjeu. Le profil des pères était très varié. C'est sûr que tous ceux qui nous connaissaient déjà de plus ou moins loin autour des activités se sont rapprochés. Ce qu'on a aussi remarqué, c'est que les pères qui vivaient dans un contexte de vulnérabilité économique avant la pandémie ne s'en sont pas trop sentis impactés, ou en tout cas, le feeling avec le recul est beaucoup moins fort que ceux qui étaient à la limite de la vulnérabilité, mais qui sont tombés dedans de façon financière. Pour eux, c'était très fort. Au niveau de l'adaptation des services maintenant, on considère qu'il y aurait 2 périodes. Donc, la période de confinement, ça a été un travail de réorganisation totale du service dans un contexte de gestion du télétravail. Alors, on l'a tous connu. Ceci dit, comme je vous le disais tout à l'heure, notre base de travail, c'est la présence, et c'est déjà le cas dans notre équipe. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être ensemble pour développer une culture de travail et d'être dans cette culture d'accueil. La distance a amené un enjeu de gestion de ce lien-là qui est très intuitif. Donc, évidemment que si je suis dans mon salon et que mon collègue est dans son salon, on n'a pas le même contact. Donc, on a développé notre culture du télétravail à Coopère Rosemont en établissant 2 rencontres visio cordo par semaine. Et puis, on était en réseau équipe, je vais faire de la pub, mais WhatsApp, ce qui nous permettait de faire nos blagues et d'être dans notre espèce de lien quotidien sans pour autant être en proximité physique. Au niveau du service, on a procédé à un appel de notre liste de pères enregistrés dans notre registre. Ça, c'était pour garantir notre proximité, leur rappeler qu'on était présent, souligner éventuellement le fait qu'on offrait d'autres services et qu'ils avaient le droit et qu'ils pouvaient faire appel à nous pour n'importe quoi, parce qu'on a un réseau de référence qui nous permet de trouver des solutions à des enjeux que nous ne traitons pas. Puis ça leur montrait aussi notre proactivité, ce qui était aussi rassurant pour beaucoup d'entre eux. Ça a été très apprécié.
Nous avons aussi offert un soutien individuel qui se passait par appel ou visio. Il s'est plus déroulé par appel. On aurait dit que la visio était plus demandante, mais c'est vrai qu'elle était aussi demandante pour nous anyway. Voilà. Au niveau des activités, alors on a tout basculé sur Facebook. On est bien sûr conscient de la rupture numérique. C'est pour ça qu'on procédait aux appels. C'était parce qu'on savait que la rupture numérique existe. Mais du coup, on a quand même été sur le Facebook. Alors, on a procédé à la création de vignettes dessinées, humoristiques, que nous publions tous les jours pour soulager et puis mettre un peu de dérision dans ce quotidien. Nous avons procédé à l'envoi de 2 infolettres par mois, ce qui permettait d'envoyer des infos par rapport à nos services, des sondages que nous soumettions aux pairs, puis également des infos relatives au Covid. Au niveau de l'animation, on a mis en place une mini-disco et un compte interactif par semaine. Donc ça, c'était en Facebook Live. La mini-disco était tournée live et puis le compte interactif également, ce qui fait que les pères et leurs enfants participaient par écrit, ils écrivaient les idées qu'ils voyaient dans l'histoire et puis le conteur adaptait son histoire en fonction des messages qu'il recevait, histoire de mettre un peu d'interaction entre les membres et nous virtuellement. Et puis, on a créé le jeu des cartes d'émotion. En fait, on ne l'a pas créé parce qu'il existe, mais on l'a mis à la sauce Coopère Rosemont, histoire de s'appuyer sur un outil pour répondre à un besoin qui a été fortement exprimé. Donc ça nous permettait par la bande de travailler un aspect assez intéressant de la paternité. Et puis, le temps 2, c'était donc le déconfinement. Alors, il y a eu comme 2 périodes, l'été puis la rentrée. L'été, on a mis en place tout ce qui est l'édition été. Et puis, nous avons fini par donc, aller vers les pairs. On procédait par création d'activités dans les parcs qui se déroulaient sur 2 heures, dans les parcs de Rosemont, pour aller vers les pairs, vers les familles. Et puis, nous avons rouvert des petites périodes d'activités en présence. Donc, on a fait un pique-nique potluck, on a aussi retrouvé les soutiens individuels en présence. Et puis, depuis septembre, bien, on est beaucoup plus dans le développement de notre approche clinique. Parce que les enjeux se sont renforcés de ce qu'on observe, vu que le confinement est comme revenu. Au niveau de l'organisation, on a procédé à une rotation de l'équipe dans les locaux. Nous avons une rencontre par semaine qui nous permet de faire de la coordination et du clinique pour du suivi régulier. Nous avons donc réouvert le service de soutien individuel et d'accompagnement à la naissance en présence, mais aussi par téléphone. Là, on a remis sur pied des ateliers. Donc, on a 1 à 3 ateliers par semaine qui touchent la sexo, qui touchent l'accompagnement des futurs et jeunes pères, qui touchent d'autres enjeux d'ordre plus émotionnel éventuellement. Donc, ça procède par visio et ça fonctionne. Puis au niveau des activités, donc, on a relancé nos activités entre pairs le jeudi soir. Avant, nous offrions de la bouffe, on ne le fait plus. Peut-être qu'on pourrait réadapter certains aspects, donc ça, on y réfléchit. Et puis, on avait une activité le samedi matin, donc 3 heures dans un gymnase où tout le monde arrivait d'un coup et ça nous arrivait d'avoir une centaine de personnes. Alors là, on a été obligé de procéder à des tranches horaires, histoire de répartir les présences parce qu'on ne peut avoir que 15 personnes en même temps dans cet espace. Nous avions également, et nous avons l'habitude d'avoir des activités spéciales, une par mois. Alors la dernière, c'était Halloween qui nous est passé sous le nez. Noël s'en vient. Et donc, pour Noël, nous procédons à une distribution de cadeaux. Donc, on va à domicile et puis on va amener un peu de bonheur chez nos pères et leurs enfants, bien sûr. Et puis, nous allons mettre en place la production de plein de supports et notamment d'un cahier de jeux d'intérieur que nous sommes en train de mettre en place et qui va être prêt d'ici 2021.
Alors voilà un peu le tour de l'adaptation de nos services. Pour finir et conclure, je dirais que pour prendre soin de nos pairs, il est important que l'on prenne soin de nous. Donc, je vous dirais que le mot d'ordre à Coopère Rosemont, c'est de s'occuper de notre santé. Donc, on prend soin de nous en équipe et je vous invite à en faire autant avec les vôtres. Voilà. Mon Dieu, écoute, c'est vraiment impressionnant d'entendre tout ça, Alex. Je ne sais pas, mais c'est ce qu'on a fait. Wow! Je trouve ça émouvant, toute cette attention-là. C'est vraiment magnifique. On souligne dans le chat, en plus, écoute, tout le contenu que tu nous as donné dans une aussi courte période, là, ben, effectivement, je pense que tu mérites vraiment les applaudissements et les thumbs up. Là, félicitations, c'est très beau, très touchant. Puis on a vu comme quelque chose qui s'est construit vraiment dans le réel, dans le quotidien, qui a évolué dans votre interrelation avec les pairs. Vous avez été très créatif dans plein de directions, très attentif. Je pense qu'il est très important, tu as terminé par le point essentiel de prendre soin de l'équipe. Hein? Oui. On est des travailleurs, on est des professionnels, on est aussi des êtres humains, on est aussi souvent des parents, on est des conjoints. Fait qu'il y a plein de choses là-dedans. Très touchant. Je vais profiter de la tribune parce qu'il y a un terme qui me tient à cœur depuis quelque temps et c'est ce qui fait qu'on a été dans cette adaptabilité. Mais on parle de VICA. Enfin, j'ai perdu l'acronyme. Mais VICA, ça veut dire qu'on est dans l'instabilité, la complexité, l'ambiguïté, la volatilité. Et puis ça, c'est clair que ça demande de l'agilité et les pairs, ils ont peut-être beaucoup moins cette agilité. Fait qu'il faut qu'on le travaille pour aller vers eux. Il faut qu'on soit là-dedans, proactif, pour qu'effectivement, on puisse faire en sorte qu'on leur ouvre des espaces dans lesquels ils peuvent s'engouffrer. Écoutez, c'est tellement une belle conclusion que j'aurais le goût qu'on termine là-dessus. Merci, Alex. Toujours pareil, toujours généreux, créatif, innovateur. Très touchant, très inspirant. C'est tous les mots que je vois défiler dans le chat vont dans ce sens-là. Je vois les visages des gens aussi devant moi. Très intéressant. Hein, ce qui est intéressant, c'est que chacun dans vos réalités, chacun dans vos organisations, il n'y a pas de recette unique. Hein. Chacun va créer ce qui va convenir à son environnement. Mais je trouve que c'est un bel exemple d'adaptation à la réalité. Un merci du fond du cœur, mon cher Alex. Bienvenue, merci à vous. Écoutez, ça commence très bien. Merci. Là, on va aller dans un organisme qui a une mission puis des services très différents de Coopère Rosemont. Donc, on va aller vers René de Pères séparés. Peut-être juste une petite minute rapide pour peut-être juste pour ceux qui ne connaîtraient pas Pères séparés. Puis après ça, on pourrait plonger, mon cher René. Alors, la parole est à toi. Ah, on ne t'entend pas, René. Ça va aller mieux comme ça. Okay. Tout le monde m'entend, c'est bien? C'est beau? Parfait, good, OK. Écoutez, Pères séparés, c'est 20 ans d'histoire, c'est 20 ans de travail, je dirais, de pionniers, de gens qui ont cru à la capacité des pères de prendre en main leur destinée, de prendre en main leur paternité, les rôles et l'importance du rôle qu'ils ont à jouer au sein de la famille. Nous basons nos activités sur un modèle que je qualifierais au départ qu'on qualifiait d'unique et que j'ai découvert qu'effectivement qui est unique en son genre parce qu'il est un amalgame de soutien psychosocial avec un volet juridique. Okay? Pourquoi cet amalgame de ces deux volets-là ensemble? Parce que la grande majorité des appels que nous recevons, ils sont d'environ quelques 1800 par année, et ils sont au départ et avant tout d'un aspect légal. Ils touchent des considérations légales et juridiques, qui est le volet, je vous dirais, le moins connu de la grande majorité des hommes qui nous consultent. Okay? Pour la plupart des gens, ils ont déjà vécu des fois des situations difficiles, donc ils ont plus ou moins, je vous dirais, d'expérience ou de plus ou moins de facilité à conjuguer avec ces périodes-là, sauf pour ce qui est du volet juridique, pour la grande majorité, c'est un inconnu.
Donc, il nous arrive au départ avec cet aspect-là. Notre rôle à nous, c'est de les amener tranquillement de ce qui est leur demande vers ce qui est leur besoin. Leur besoin, c'est quoi? Et je vous résumerai ça de façon très simple. C'est la crainte de perdre le contact avec leurs enfants. OK? Ça, je vous dirais, c'est à peu près 90% des appels qu'on reçoit. Quand on jase avec le père, c'est là qu'on voit, c'est la crainte que du jour au lendemain, il ne pourra plus voir ses enfants, qu'il n'aura plus dans le fond, ce qui existe, c'est ce que lui confère la loi qui est l'autorité parentale, qu'il n'aura plus cette autorité parentale-là dont il dispose, puis que pour bon nombre de pères, qui est de l'inconnu pour eux. Donc, on a un travail à faire là-dessus et c'est ce qu'on fait depuis, je vous dirais, une vingtaine d'années. Okay? Ceux qui ça intéresse, qui veulent connaître un peu notre approche, je vous inviterais à aller regarder dans peut-être sur notre site web ou sur la liste des articles dans le magazine d'intervention. Diane Dubois de l'Université du Québec en Ottawa et Jean-Martin Deslauriers de l'Université d'Ottawa ont fait je vous dirais, un article scientifique sur nous, sur notre approche, notre façon d'agir, notre façon de fonctionner avec les pairs et de voir un peu en quoi ce modèle-là est intéressant pour les pairs. Si vous voulez être capable de vous en inspirer, ça peut être très intéressant. Vous pouvez nous contacter aussi, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a remarqué, nous, je vous dirais, dans un premier temps, bien, ce fut pour la plupart des gens. Il faut comprendre qu'au départ, la séparation, les pères qui nous appellent, ils sont dans un état de choc. On a différentes étapes dans le processus de deuil d'une séparation où le choc, c'est de 4 à 6, les 4 à 6, 8 et 10 premières semaines de la séparation où c'est extrêmement difficile. Là, on ne sait pas où donner de la tête. Pour beaucoup de ces pères-là, je vous dirais, c'est une surprise. Ils ne l'ont pas vu venir ou, je vous dirais peut-être, n'ont pas voulu le voir venir. En tout cas, on le sent qu'il y a une analyse qui se fait de ce côté-là. Mais pour 7 fois sur 10, comme ce sont les mamans qui enclenchent le processus, les mamans, ils ont déjà fait une étape dans leur tête, ils ont déjà cheminé, ce qui n'est pas le cas des gars qui nous consultent. Donc, il y a tout un accompagnement à faire auprès de ces gars-là. Dans un premier temps, il y a à établir un climat de confiance et c'est ça qui est bien, bien important. Nous, on a misé beaucoup, on s'est basé beaucoup sur ce qui existait au niveau des études en s'ajustant en fonction sur la qualité de nos services. Donc, ce qu'on a fait, on s'assure de donner une réponse rapide, OK? On a un processus de triage ici au téléphone qui fait en sorte que les appels qui rentrent sont traités rapidement, ce qui nous permet de passer un flot d'environ quelques 1800 appels par année. Et les appels à pairs séparés, ce n'est pas 10 minutes, là. C'est minimum 20 à 30 minutes. Et ces temps-ci, on frôle 50-60 minutes. Je vous expliquerai pourquoi. OK? Justement à cause du COVID, à cause justement aussi toute la sensation d'isolement, de perte de contrôle et des craintes qui sont rattachées aux craintes financières, la crainte de perdre l'emploi, en tout cas, sur toutes sortes de points de vue sur lesquels les pères se sentent de moins en moins sécures et viennent aller chercher de l'information, soit auprès de pères séparés ou de d'autres organisations du genre. Donc, la rapidité d'exécution, l'accueil, être capable de les accueillir, ces gens-là, être capable de les écouter, leur fournir l'espace, l'écoute nécessaire. L'écoute, c'est 80% dans notre travail. Okay? Je ne vous le cacherai pas, là, être capable de l'écouter, l'écoute active, qu'on sent qu'on est présent, quitte à le faire répéter, quitte à le faire reformuler pour bien comprendre ce qu'il vit, parce que ça nous aide, nous. On a un modèle en 5 étapes, la santé, le bien-être du père, les liens avec son enfant ou ses enfants, les relations avec sa conjointe, les communications, l'aspect financier et l'aspect juridique. Tout ça ensemble fait en sorte que ça nous donne un portrait global de l'homme et pour être capable de mieux l'accompagner. Mais pour être capable de bien le guider, donc il faut être capable de l'écouter, à la limite le faire répéter, le faire reformuler. Également aussi le valoriser. Ça, c'est important. On n'insistera jamais assez là-dessus. Le valoriser dans ses démarches. Parce que dans une période extrêmement difficile comme la séparation, plus souvent qu'autrement, les pères nous arrivent et nous disent «
Ah, j'ai fait le tour de partout et j'ai plus d'aide, plus personne. Vous êtes nos derniers recours. Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qui arrive? Et d'être capable de dire à ce gars-là, malgré tout ce que vous avez vécu, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous avez réussi quand même à faire telle chose qui est extraordinaire. Et là, plus souvent qu'autrement, ce sont des pleurs. Okay? Pourquoi? Parce que le Père nous dit, vous êtes les premiers à me dire des choses positives. On me dit plus souvent qu'autrement, on a tendance à me dire, fais pas ci, fais pas ça, tu t'es trompé, tu as mal fait cette chose. Et on a plus souvent de négatif que du positif. Donc, je vous dirais, si vous avez la chance de leur souligner des bons gestes qu'ils ont posés, faites-le. Faites-le parce que c'est très important et ça donne de très bons résultats. Okay? Ça, c'est dans un premier temps, c'est pourquoi nous, on mise beaucoup là-dessus. Donc, c'est une approche, comme le dirait Diane Dubois et Jean-Martin Deslauriers, qui est valorisante, salutogène, qui vise à miser sur les forces. Les forces. Les faiblesses, oui, mais ils ont des forces, ces gars-là. Beaucoup de ces hommes-là ont les capacités, plus souvent qu'autrement, ce n'est pas nous qui les trouvons, les solutions. Ce sont eux. Ce sont eux, parce qu'en jasant, comment tu prendrais ça, toi? OK? Qu'est-ce que tu es, toi? C'est ça. Vous savez, parce que je me réfère là-dedans au modèle qui est présenté je pense que c'est Scovold, Pierre me corrigera s'il le faut, là, où on dit un père contrôlant, pour nous, c'est un père structuré. Comprenez-vous ce que je veux dire? On va aller chercher le positif de la façon de fonctionner de cet homme-là et on va l'appliquer pour son plan d'action, voir comment il va faire pour essayer de s'en sortir. Donc, on mise beaucoup là-dessus. Ouais. On mise beaucoup, dans un premier temps, je vous dirais, à... René, vas-tu pouvoir nous parler aussi de comment la pandémie a affecté tout ça? Oui. La pandémie, ce qu'a fait la pandémie, c'est que dans un premier temps, ce qui est arrivé, c'est que déjà au départ, les gars, on accompagne des pères qui ont des difficultés d'accès à leurs enfants. Donc, imaginez qu'avec la pandémie, là, ce fut la crainte totale. OK? Et je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début, il y a eu une petite erreur qui a été faite par le gouvernement qui a fait en sorte qu'à un moment donné, il y a eu un état de panique où on avait dit qu'idéalement, il faudrait éviter les déplacements, donc les échanges de garde ou les ententes de garde ne seraient peut-être pas respectés. On avait laissé sous-entendre ça, mais heureusement, grâce à la réaction du barreau, ça a été vite fait, ça a été remis à l'ordre. Donc, mais il y a tout ce volet-là, cette crainte de perdre le contact avec les enfants, cette crainte d'être... est-ce qu'on va entreprendre suffisamment des mesures protectrices pour protéger mes enfants? Il y a tout un travail de réflexion qui doit être fait à ce niveau-là. Nous, comme intervenants, on a un double travail à faire là-dessus. On a à faire comprendre aux pères qu'effectivement, qu'il est possible vu qu'on est dans une situation exceptionnelle, que son ex-conjointe ait des craintes. Okay? Nous, on lui dit, sécurise-la. Explique-lui ce que tu es en train de faire, ce que tu fais, ce que tu nettoies, comment tu te prépares pour accueillir tes enfants, toutes les mesures de protection que tu mets en place pour protéger cette famille-là, pour protéger tes enfants et veiller au bien-être de ta famille. Déjà, au départ, c'est une bonne chose. Et à ce moment-là, demande-lui de respecter l'entente qui avait été établie par la Cour. Donc, notre rôle, c'était de les acheminer, les guider là-dedans, parce qu'il y en a eu des cas où, malheureusement, on essayait d'utiliser le COVID à bon ou mauvais escient. Je ne suis pas là pour juger, vu que la situation est très exceptionnelle, mais pour ceux, notre rôle, c'était de les accompagner là-dedans, mais de montrer, les outils qui existaient, lui leur expliquer qu'on est dans une situation particulière, amener le père pas à réagir négativement, mais à réagir positivement, mais tout en faisant reconnaître ses droits. Okay? C'est ça qui, pour nous, est important. Ça, ce fut un premier cas. Dans un deuxième cas aussi, il y a eu la possibilité, comme on recevait beaucoup ici en présentiel, beaucoup en présence, et les gars, ils aimaient nous rencontrer, et on faisait aussi, on fait des rencontres individuelles ici d'1 heure, et en plus, on faisait des groupes de soutien de 2h30 à 3h à tous les mercredis soirs ici à l'organisme. Mais ça, évidemment, avec la COVID, c'était malheureusement annulé. Et le présentiel a été comme, dans un premier temps, comme annulé. On n'a comme pas eu le choix à ce niveau-là. Cependant, on a maintenu. L'organisme ici n'a pas fermé.
on n'a pas fonctionné en télétravail. On a plutôt poussé énormément avec l'aide du ministère de la Santé et nos intervenants locaux sur tout un processus de désinfection et de mesures de protection accrues au sein de l'organisme. Ici, à tous les matins, on désinfecte les postes de travail. Okay? Tout est nettoyé de A à Z, les rampes, les lavabos et tout, là, les poignées de porte, tout est fait de telle sorte à ce que, et ça, chacun a ses tâches attribuées là-dessus. Et en plus, chacun des intervenants, le matin, à chaque jour, au quotidien, on se réunit et on valide notre état de santé. Où on se situe, nous, comme intervenants? Sommes-nous être capables d'être à l'écoute? Comment, on appelle ça nos check-in, là. Dans le fond, on valide nos états de santé, comment on se situe. Ça nous permet aussi de discuter des cas, de voir un peu aussi comment on évolue, comment on planifie notre semaine et qu'est-ce qui s'en vient au fil de la semaine comme tel. Donc ça, c'est un volet qui pour nous est important. Avec le COVID, par contre, on a transformé ce qui était en présentiel en la majorité du temps à distance. C'est-à-dire que les rencontres individuelles d'une heure qui se faisaient en présence ici à l'organisme ont été transformées en des rencontres par téléphone, par Skype ou, si vous voulez, on a utilisé à l'occasion aussi de temps en temps des Zooms. Okay. On faisait des visioconférences pour être capable. On aime bien. C'est important d'être capable de voir les pairs parce que les gars sont intelligents et orgueilleux. Les gars ne nous disent pas toujours, ils vont nous dire « Est-ce que ça va bien? » Oui, oui, ça va. Sauf que quand on le regarde, on voit que ça ne va pas bien. Tu sais, on le voit. C'est pour ça qu'on aime autant que possible être capable de voir les pairs, d'être capable de les voir pour être à même d'évaluer un peu quel est leur état de santé, voir un peu comment ils se situent dans son environnement. Pour nous, ça, c'est bien important. On a fonctionné sans groupe de soutien, je vous dirais, peut-être pendant peut-être un mois, OK? Et par la suite, la demande était très forte au niveau de départ, on a dû réajuster, OK? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramené depuis un bon bout de temps, en mois de juin, à la fin juin, je crois, une formule hybride, c'est-à-dire qu'on est en présentiel et Zoom, OK? Avec des groupes de soutien, c'est-à-dire qu'on reçoit des groupes de pairs de 5 à 6 pairs à toutes les semaines, francophones les mercredis et aux 2 semaines anglophones les mardis. Donc, ça veut dire que certaines semaines, on a 2 groupes de soutien. On a des groupes anglais, strictement en anglais le mardi et strictement en français à tous les mercredis. Parce qu'il faut juste être conscient qu'ici à Montréal, un pair sur 2 vient d'une communauté culturelle. Okay? D'une des 18 communautés culturelles. Donc, ça vous donne une idée. Et pour ces gars-là, pour ces hommes-là, la langue anglaise est surtout la langue principale de base. Donc, c'est bien important de respecter ces choses-là. C'est pour ça qu'on a installé en plus des groupes en anglais. Ce qui nous reste à faire, c'est d'être capable de faire autant au niveau qu'on le faisait au niveau juridique. Parce que veut pas, il a fallu annuler ce qu'on avait, les cliniques juridiques où l'avocat recevait des pairs ici sur place. Là, on essaie de voir s'il y a possibilité d'instaurer la même chose, mais par visioconférence, OK? Pour être capable d'accompagner et de seconder ces pairs-là en période de difficulté. Mais qu'est-ce que la COVID nous a amené à réaliser? Écoutez, c'est que, je vous dirais, en termes de demande, la demande est aussi forte que l'année dernière. On reçoit 1800 appels, on se dirige à l'heure actuelle vers quelques 400 rencontres téléphoniques, une quarantaine de groupes de soutien. Donc, c'est pas mal similaire à ce qu'on avait l'année dernière. Cependant, ce qui est la différence, c'est la crainte. Okay? La crainte, le stress vécu par ces hommes-là, les interventions qui duraient à l'époque en moyenne 30 minutes sont maintenant, je vous dirais, d'environ 50 à 60 minutes. Okay? Avec énormément d'écoute. Parce qu'on sent cette présence-là, cette pression additionnelle qu'amène la COVID et c'est très, très important. Avec l'annonce qu'il y a eu aujourd'hui, moi, si tu me permets, Raymond, j'aimerais terminer avec un dernier mot. Avec l'annonce qu'il y a eu aujourd'hui, étant moi-même un père séparé et ayant vécu mon premier Noël sans mes enfants, je peux vous dire que ce ne sera pas simple pour bon nombre de pères. OK? Parce que le premier Noël sans tes enfants, c'est un cauchemar. Okay?
Ça fait que le message que je vous passe, le message que je vous envoie, si vous accompagnez déjà des hommes, que vous en connaissez déjà certains plus fragiles que les autres, n'hésitez pas à faire un suivi auprès d'eux. OK? Appelez-les, contactez-les, essayez de vous renseigner à savoir comment tu vas. Quitte à faire en sorte qu'entre Noël et Jour de l'An, on peut avoir comme un mentor, quelqu'un qui va leur loger un appel, dire « Salut, comment ça va? » OK? J'avais le goût de te parler, de voir qu'est-ce qui se passait de bon. De les appeler à l'avance, ces gars-là, de les inviter à aller voir, pas aller voir, mais je veux dire, à contacter des gens de leur famille. OK? Avoir de ces conversations-là, à ne pas rester seul dans leurs pensées. Ça va être bien, bien important. Ça va éviter bien des problèmes et d'être à l'écoute de ces besoins-là parce que Dieu sait que cette période des fêtes-là ne sera pas facile, ça, je peux vous le dire. OK? Mon Dieu, merci René. C'est très, très touchant. Ta conclusion là, nous ramène vraiment à l'essentiel. Merci de ton cœur. René, il a un cœur gros comme ça. Il est toujours au bout du téléphone, il est toujours attentif. Je lui dis toujours, fais attention à toi parce que quand on écoute beaucoup de gens qui vivent des grandes difficultés, hein, c'est ça, on est touché par ça, on est bouleversé, on est atteint. Puis on a vu comment tu as terminé ta présentation, on le sentait, toute ton humanité, toute ton écoute et tout ça. Puis je pense effectivement que le message que tu as transmis est vraiment important. Merci. Puis écoutez, Pères séparés font un travail gigantesque. Moi, ça fait des années que je rêve qu'il y ait des pères séparés dans toutes les régions du Québec ou qu'on ait un méga père séparé qui puisse recevoir 25 000 appels par année ou je ne sais pas quoi. C'est tellement un service qui est important. Puis comme il l'a souligné au début, toute l'alliance entre le psychosocial puis le juridique, c'est quelque chose qui est bien, 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 bien important. C'est majeur, c'est central. Il faut penser comme ça. Puis Pères séparés travaille dans ce sens-là. Alors, bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Très touchant, René. Puis on voit là, dans le chat, encore là, il y a plein de merci, de bravo. Puis à la fin, tu étais venu nous chercher le cœur, mon cher René. Un gros, gros, gros merci. Merci. Bon, bien écoutez, c'est pas pour rien que j'ai choisi ces personnes-là. Je les connais, je les aime beaucoup. Puis chacun est hyper généreux. Ils parlent avec sa tête, mais ils parlent aussi avec leur cœur. Alors, c'est vraiment des bons... Est-ce qu'il existe une ressource semblable à l'échelle provinciale? Non, mais on en rêve. On en rêve tout le monde comme collectivité. Puis ça serait le fun de travailler tous ensemble dans ce sens-là. C'est ça. Il faudrait faire quelque chose à ce niveau-là. Écoutez, ben, je pense qu'on est bien parti. Hein? Avec Alex, avec René, on a vraiment des beaux témoignages puis des beaux exemples bien concrets hein, dans le quotidien. C'est ça qu'on voulait. Moi, je voulais des histoires, je voulais des gens qui me disent qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu, comment ils se sont adaptés. Et Sébastien, c'est ce qu'il a fait aussi. À la maison Oxygène de Joliette-la-Naudière, ils ont eu tout un printemps, un gros automne aussi. Ils se sont revirés de bord, ils se sont revirés de bord, ils se sont revirés de bord. Alors, écoute, Sébastien, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de comment ça s'est passé chez vous. Merci, Raymond. Bon après-midi, tout le monde. Donc, je suis Sébastien Trudel, je suis directeur de Maison Oxygène Joliette-la-Naudière depuis, dans 5 jours, ça fera 3 ans que je suis directeur du merveilleux organisme Maison Oxygène. Donc, Maison Oxygène, ce qu'on fait principalement, c'est qu'on accueille des pères en hébergement et leurs enfants en hébergement temporaire pour pouvoir maintenir et consolider le lien père-enfant et s'assurer que le père puisse retrouver, se réinsérer dans un appartement ou dans un nouveau milieu et puisse avoir un moment où est-ce qu'il peut prendre, et Maison Oxygène le dit, prendre un souffle et prendre un moment de recul par rapport à sa situation. On reçoit, puis ça c'est moins connu un petit peu, mais on reçoit à Maison Oxygène de Joliette-la-Naudière aussi des gens, des pères en externe pour pouvoir les supporter dans leur situation. Et à ce niveau-là, ce fut toute une année et ce fut un volet qui a été drôlement exploité. Donc, c'est ce qu'on va parler ensemble. Je vais y aller. Je vous laisse aussi dans le chat. Désolé, je vous laisse dans le chat un lien, dans le fond, pour aller voir une vidéo que le réseau des maisons Oxygène a produit, a réalisé il y a de ça une semaine, même pas une semaine,
et qui est merveilleusement réalisé, qui explique un petit peu ce qu'on vit au quotidien au niveau des maisons oxygènes. Donc, vous pourrez aller le voir après la présentation, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu, puis ça, c'est moi, dans ma personnalité, je vais vous parler un petit peu dans l'historique, qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est drôle, quand j'ai eu cette invitation-là, c'est d'essayer de retracer qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de mars à aujourd'hui, d'essayer de voir comment on s'est adapté. On dirait qu'on a fait 2 années en une, hein, de dire on se projette dans le mois, on revient, c'est-à-dire au niveau du mois de mars, on fait l'historique de ce qui s'est passé. Ce qui est particulier, ce qui m'a vraiment frappé au mois de mars, on avait beaucoup de lignes directrices sur la fermeture, les confinements, tout ça, mais pas beaucoup de lignes directrices par rapport aux maisons d'hébergement, comment on devait agir, et c'était long avant que ces lignes directrices-là puissent sortir. Donc, ça fait en sorte que tout le monde s'est adapté un peu à leur façon, à ce qu'on pensait qui était bien pour les maisons d'oxygène. Ce qui est merveilleux, par exemple, c'est que les maisons d'oxygène font partie d'un réseau de maisons d'oxygène. Donc, il y en a plusieurs, puis j'en vois plusieurs aujourd'hui aussi, qui sont au niveau du Québec. Et rapidement, le réseau des maisons d'oxygène a mis en place une rencontre hebdomadaire où est-ce qu'on pouvait se rencontrer, puis on pouvait voir c'était quoi les particularités de chacun, qu'est-ce qu'on vivait, et en tant que tel, c'était quoi nos interrogations ou nos préoccupations. Au début, qu'est-ce qu'on va faire de ces rencontres-là? Mais au fil du temps, c'est devenu très supportant, puis ça a permis de voir la créativité de chacun, puis comment on peut l'appliquer dans nos propres maisons. Donc ça, je pense que c'était un élément super positif. Nous, fin mars, on avait 2 groupes qui roulaient dans les suivis externes, donc il a fallu faire l'arrêt des groupes. Et rapidement après ça, il a fallu aussi arrêter les rencontres individuelles qui venaient de l'extérieur. Donc, essayer de protéger vraiment le milieu d'hébergement parce que c'est dans le même endroit. Pour ceux qui ont déjà vu Maison Oxygène, c'est dans le même endroit. Donc, essayer de protéger vraiment l'hébergement puis de prioriser l'hébergement. Donc, arrêter d'avoir des rencontres qui provenaient de l'extérieur et qui venaient consulter sur place. Ce que ça a provoqué, c'est qu'en tant que tel, on a eu des pairs qui soit ont cessé le contact avec la maison d'oxygène ou soit que le contact était un petit peu plus difficile en externe et que de faire cette transition-là de rencontre individuelle en présence, aller vers la rencontre soit téléphonique. Et le Zoom, ce n'était pas un réflexe naturel, là, autant chez les intervenants que chez les pairs. Donc, ça a pris un certain temps à l'installer aussi en termes de rencontre et de s'équiper aussi. Hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois de mars, avril, étrangement, des caméras pour des Zooms, ça se trouvait un petit peu moins bien. Fait que voilà, il a fallu réinstaller tout ça. Nous, la particularité aussi, c'est qu'on a cessé d'accueillir des nouveaux pairs parce qu'on n'avait pas nécessairement toute la sécurité pour dire si on accueille un nouveau pair et supposons qu'il y a le COVID, est-ce que ça va venir faire en sorte qu'on va infecter les autres pairs? Donc, on a cherché à se réinventer, on a cherché à trouver un moyen de pouvoir accueillir des nouveaux pairs. Et de là, on a déposé un projet où est-ce qu'on a eu dans notre cour, parce qu'on avait l'espace pour, on a eu 2 roulottes qui ont été installées. Donc, 2 roulottes assez grandes, on parle de ça. Donc, Mardoché va vous montrer un petit peu à quoi ça pouvait ressembler. Donc, c'est à l'avant de la maison Oxygène. On avait ces 2 fameuses roulottes-là qui étaient là. Et ce que ça permettait, dans le fond, c'est d'avoir des pères et leurs enfants qui hébergeaient dans ces roulottes-là pendant une période de 14 jours pour subir un petit peu la transition, avoir la transition, dans le fond, entre leur milieu à eux ou encore l'appartement dans lequel ils étaient et la maison Oxygène. Et c'est une expérience qui était assez variable, je vous dirais, là. Donc, c'est une expérience qui, pour certains, c'était une forme de camping en plein mois d'avril. Pour d'autres, par contre, c'était un petit peu plus difficile. Ils ressentaient un petit peu plus d'isolement. Il a fallu travailler aussi comment on fait cette façon-là. Donc, en tant que tel, il a fallu aller visiter un petit peu plus souvent ces gens-là, aller parler avec une certaine distance, s'assurer de peut-être distancer le nombre de repas qu'on envoyait, aller le faire en plusieurs séquences, question d'avoir plusieurs contacts réguliers pour vérifier l'état. Donc, utiliser plein de stratégies pour faire en sorte d'avoir des contacts avec eux. Mais c'est quand même, on a accueilli quand même quelques pères dans cette roulotte-là et dans ces roulottes-là et quelques enfants. On a même accueilli exceptionnellement, puis avec l'accord du conseil d'administration, on a accueilli une femme et ses enfants parce qu'ils se retrouvaient à la rue puis que
c'est ça. On l'a dit tantôt, on a grand cœur des fois, mais on a fait exception à notre mission initiale. Et arrive fin avril, et fin avril, c'est l'explosion des demandes en services externes. C'est pareil comme si avec une partie du déconfinement, tout à coup, les pères se retrouvent avec un ensemble de besoins. Et là, la grande surprise qu'on a, ou encore ce qui arrive rapidement comme constat, c'est que la détresse psychologique, toute l'anxiété, tous les états dépressifs, bien vraiment, ça s'est accentué. Donc, il y a des pères avec qui on n'avait pas eu de contact pendant quelques semaines, qu'on peut voir que là, à la reprise de contact, la situation s'est détériorée. Ce qui était difficile aussi, c'est tout l'aspect, puis René l'a abordé un petit peu, puis je n'élaborerai pas trop, mais en tant que tel, tout l'aspect des soit non-jugement de garde ou encore interprétation des jugements de garde, ça n'a pas été simple. Et même quand on consultait des avocats contacts qu'on avait, il y avait toute une ambiguïté par rapport à ça, puis même eux avaient de la difficulté à trouver des réponses. Donc, ça a pris un certain temps à trouver des réponses et ça a amené beaucoup d'insécurité chez les pères les gens qui sont supposés être des spécialistes, et je parle des avocats, qui sont supposés être des spécialistes. Est-ce qu'ils ont des réponses à me donner? Non, il y a des consultations à avoir. Donc, ça a amené une forme d'insécurité chez ces pères-là. L'autre chose aussi qui a grandement touché Maison Oxygène, c'est que pendant un certain temps, bien, tout ce qui est intégration progressive qu'il y avait de la part des centres jeunesse, donc les pères qui étaient en contact avec les centres jeunesse ont interrompu les visites. Je sais que ça paraît loin, mais on se souvient, au mois de mars, il y avait des visites qui étaient interrompues. Puis à ce moment-là, ce que ça faisait, c'est que les pères qui avaient des contacts qui étaient une semaine sur deux, une fin de semaine sur deux, et qu'on s'en allait vers une intégration dans le milieu familial, et c'était interrompu. C'est comme si on remettait le compteur à zéro pour eux. Donc, tous les efforts qu'ils avaient faits et tous les changements qu'ils avaient faits dans leur vie, c'est comme si ces efforts-là n'étaient pas reconnus. Donc, on a eu beaucoup à relativer les choses puis essayer de faire en sorte que ces pères-là ne perdent pas espoir non plus. Ça a eu beaucoup d'impact. Puis je pense, entre autres, à un père en particulier, ça a eu beaucoup d'impact dans sa vie. Puis ça a beaucoup détérioré là, son état mental à ce moment-là. Mi-mai, on décide qu'on essaie de se réinventer. On a repris, on a essayé, on a dit on le fait. On reprend des groupes par Zoom. Donc, les deux groupes qu'on avait, on dit on essaie de le faire, on verra qu'est-ce que ça donne. Et c'était une grande surprise. On pensait vraiment que les groupes par Zoom, ce serait un échec ou encore on n'aurait pas de pairs présents. C'était une grande surprise. Le constat qu'il y avait, c'est que vraiment, s'il y avait de quoi, il y avait plus d'assiduité à ces groupes-là qui pouvaient en avoir en présentiel. Et comment expliquer ça? Bien, le territoire de la Lanaudière est un territoire assez vaste et il y a beaucoup de déplacements à faire. Et ça fait en sorte que peut-être que les gens voyaient là, une accessibilité beaucoup plus facile. Il y a peut-être aussi un côté moins menaçant. Hein, quand on regarde de se présenter là, en présence devant un groupe avec d'autres personnes où est-ce que je ne connais pas, tandis que là, bien, je suis dans mon milieu initial, je suis dans mon logement ou je suis dans mon... Et peut-être que ça, il y avait un côté sécurisant qui était là, qui était peut-être moins menaçant pour ces pairs-là. Mais c'est clair qu'on l'a mis dans notre petite poche en se disant, bien, même si à un moment donné, parce qu'on imagine qu'à un moment donné, cette COVID-là, il va être terminé, même si à un moment donné, on revient à des mesures où est-ce qu'on va avoir des accès, mais c'est clair qu'on va garder une partie de service par Zoom parce que je pense que ça a vraiment répondu à un besoin pour certaines personnes. Ensuite, bien, tout le déconfinement juin amène des nouvelles demandes d'hébergement. Donc là, autant on a vécu un boom au mois d'avril, autant que là, on vit un boom au niveau plus des demandes d'hébergement. Il y a une explosion, la maison se remplit. C'est comme si là, tout à coup, au mois de juin, bien, les gens ont décidé de faire des demandes. Peut-être que ça venait aussi avec certaines séparations. On sait que nécessairement, le confinement n'a pas été joyeux pour tous les couples. Donc, on avait aussi beaucoup de pères qui avaient des séparations assez récentes là, en tant que telles. Juste pour vous dire, puis pour vous donner un portrait, le constat qu'on a fait, c'est rendu au mois d'octobre, ce qu'on a eu en termes de pairs dans une année complète l'année précédente, au niveau de l'externe, on le fait de avril au mois d'octobre. Donc, les mêmes chiffres en tant que tels, là, on a vraiment, on s'attend à doubler à peu près le nombre de pairs qu'on a reçus en externe. Là, pour vous donner une idée, là, on a reçu 75 nouveaux pairs de avril à octobre.
pour une petite équipe comme Maison Oxygène Joliette-Lanaudière, c'est quand même beaucoup en termes de chiffres. Les constats un peu que je fais, les constats négatifs, c'est que la détresse des hommes s'est vraiment aggravée en termes, spécialement, je vous dirais, au printemps, au niveau du confinement. De façon générale, les pères ont vraiment agi en deux temps. Ce qu'on voit vraiment, c'est que dans une première partie du confinement, on avait des pères qui vraiment ont agi en père protecteur, en père un peu comme le père qui veut subvenir aux besoins de ses enfants. Donc vraiment, là, on avait des pères qui ont veillé à la sécurité de leurs enfants et peut-être même en oubliant leurs propres besoins comme hommes, ce qui fait en sorte que des fois, ils se sont drôlement oubliés à travers ça. Puis, c'est clair qu'il y a eu une confusion, là, comme je disais, là, au niveau des jugements de garde. Le confinement a apporté aussi une diminution des contacts sociaux. Les pères, et avant tout des hommes, les pères ont l'habitude que les contacts sociaux se font à l'extérieur, hein, soit par la partie de baseball, soit par la partie de hockey, soit par je m'en vais aider mon chum à faire des rénovations. Fait que les contacts sociaux sont des contacts sociaux d'action. Et ça, en tant que tel, il y en avait beaucoup moins de contacts sociaux d'action. Ce qu'on lui demandait, c'est revenez à la maison et soyez confinés. Bien, le constat positif, c'est vraiment au niveau des rencontres Zoom, c'est de quoi que c'était avantageux pour les pères, puis ça, c'est de quoi qui est à maintenir. Ça, c'est clair. Les ajustements et les modifications qu'on a fait à la Maison Oxygène, je vous dirais que les principaux ajustements qu'on a fait, c'est que les interventions, dans le fond, étaient des interventions au début qui étaient des interventions très protectrices. On s'en rend compte avec du recul. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a une personne ici qui s'occupait d'aller faire toutes les commissions pour l'ensemble des pères. On visait un confinement assez total là, au niveau de l'hébergement. On visait à ce que le père ne sorte pas trop. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a regardé avec les mères pour essayer d'avoir des arrangements où est-ce qu'exemple, quand que des pères avaient des gardes 5-2-2-5, d'essayer de prolonger vers des gardes 7 jours, question d'avoir le temps de vérifier si les enfants présentaient des symptômes pour ne pas infecter un des deux milieux. C'est sûr qu'il y a une désinfection de la maison qui se faisait autant de jours, de nuit, donc essayer d'augmenter le niveau de désinfection. C'est des ajustements qui se sont faits. Mais, et ça, je salue l'équipe en tant que telle, là, une des principaux, je dirais, des principaux moyens qu'on a mis, c'est on s'est aperçu que les pères étaient dans la maison, ils n'étaient plus en action. Et tant qu'ils n'étaient plus en action, l'anxiété augmentait, les états dépressifs augmentaient. Et là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre les pères en action. C'est-à-dire qu'on avait, nous, un refuge pour personnes itinérantes qui s'est développé dans la région de Joliette. Donc, on a vraiment essayé d'aider, de supporter ce refuge-là. Donc, on faisait à manger en groupe, mais dans des pièces distinctes. On faisait à manger pour ce refuge-là. Du moment que les pères se mettaient en action, étrangement, l'anxiété diminuait. On faisait quelque chose pour quelqu'un d'autre. Donc, on se décentrait de sa propre anxiété, son propre état, et ça devenait intéressant. L'autre chose, c'est qu'on avait mis sur la glace un projet de surface de décaquer à l'arrière de la Maison Oxygène. Et là, on s'est dit, c'est peut-être un bon temps pour la faire. Donc, tout le long de l'été, les pères se sont mis en action et ont bâti une surface de décaquer à l'arrière. Et ça aussi, ça a grandement aidé parce que là, on avait l'impression que, il y avait de la vie, il y avait une possibilité d'encore construire quelque chose. Fait que ça, c'était des belles adaptations qui s'est faites. Fait qu'on irait tranquillement vers une conclusion, Sébastien? Oui. L'autre chose, dernière chose que je veux dire au niveau des adaptations, c'est qu'on a mis aussi l'accent sur la sécurité alimentaire. Donc, on avait ici un congélateur généreux où est-ce qu'on pouvait distribuer des denrées alimentaires. C'est une 60aine de pères qui ont bénéficié de ça. Et ça, c'est important encore là, quand on est dans un rôle de père, il y a encore cette vision-là de sécurité. Et c'est important que le père puisse répondre à cette vision-là de sécurité. Donc, en tant que tel, ça devenait un rôle important pour eux. Je veux juste en profiter pour remercier aussi mon équipe et les intervenants de mon équipe parce que vraiment, en aucun temps, j'ai senti que derrière moi, j'avais des gens qui n'étaient plus là. J'ai toujours pensé que les gens de mon équipe avaient un engagement qui était exceptionnel envers la mission. C'est sûr que des expériences comme cette année, puis il n'y a aucun livre qui peut prédire comment gérer une ressource en temps de pandémie. Étrangement, je pense qu'il peut y en avoir quelques-uns qui vont être écrits, mais en ce moment, il n'y en a pas.
Et ça fait en sorte que, comme directeur, ben, on ne sait pas trop comment s'enligner. Puis des fois, ben, on fait des essais, on fait des erreurs, mais en tant que tel, je peux vous dire que moi, j'ai une équipe qui s'est drôlement bien engagée dans notre mission. Puis ça, je tiens à les féliciter parce que vraiment, ça n'a jamais été un doute pour moi, ça n'a jamais été une inquiétude pour moi. Voilà. Fait que vraiment, si j'avais à résumer, c'est vraiment utiliser. Moi, je pense que l'équipe a réussi à bien utiliser un peu le rôle de pourvoyeur qui est encore, malheureusement, qui est encore très véhiculé, le rôle de réponse à la sécurité. Je pense qu'on l'a bien utilisé. On a bien fait en sorte de mettre le père en action. Je pense que de se réinventer avec des groupes Zoom, avec essayer des moyens nouveaux, je pense que c'était une force aussi. Puis l'autre chose que l'équipe a fait, c'est vraiment d'essayer d'avoir des rencontres beaucoup plus fréquentes, peut-être moins longues, mais beaucoup plus fréquentes avec notre monde, ce qui fait en sorte qu'on pouvait vérifier leur état beaucoup plus souvent et s'assurer que l'état ne détériore pas. Fait que c'est vraiment les ajustements qu'on a fait. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Écoute, du gros boulot, hein? Du gros boulot. Bravo, félicitations à toi, toute ton équipe. C'est super impressionnant parce que, comme tu dis, le livre d'instruction, il n'était pas écrit, là. Tout le monde a dû se réinventer. C'est vraiment impressionnant. Je pense que tu nous as dit des choses importantes aussi, mettre en action, tu sais, à un moment donné, parce que sinon l'anxiété monte et tout ça. Il y avait plein de choses importantes qui s'illustreraient toutes dans des belles histoires bien concrètes, là. Très intéressant. Puis j'ai vu qu'on a vu dans le chat que tes propos résonnaient chez beaucoup des personnes. Il y a vraiment des gens qui disaient « Moi aussi, j'ai eu beaucoup de moi aussi », là. Fait qu'on voyait vraiment que c'était pile sur certaines choses. Puis il y en a qui ont dit « Ah, moi, c'était différent. » Bien, ça, c'est des choses qu'on garde en réserve pour la période de questions tantôt. Mais écoutez, ben, merci beaucoup. Puis ce que je trouve le fun, c'est qu'on est à une personne près du nombre de personnes qui ont commencé à écouter le Zoom, ce qui fait que ça veut dire que nos conférenciers sont bons, sont intéressants. On a un auditoire là, qui est vraiment attentif à vos paroles. Alors, bravo, messieurs, c'est vraiment intéressant. C'est cool parce que vous avez 3 expériences très différentes les unes des autres. Hein. Vos milieux sont différents, vos services sont différents, vous êtes différents, mais en même temps, il y a des choses qui se rejoignent, qui se recoupent. Alors, je suis vraiment comblé des témoignages jusqu'à maintenant. Un gros merci pour ces témoignages généreux et intelligents. Alors, écoutez, notre 4e partage va être d'une nature différente. Oui. Pierre n'est pas le directeur d'un organisme de soutien aux pères en difficulté. Cependant, notre Pierre national, on l'aime beaucoup. Hein, Pierre, beaucoup de gens le connaissent. Pierre, c'est un formateur, c'est un travailleur social. Pierre, ça fait quoi? 40 ans qu'il soutient les hommes, les pères au Québec. Il nous parle des fois des années 80, 90, 2000, 2010. Donc, Pierre a vraiment toute une profondeur, toute une vision intéressante. Et puis, il est plus actif que jamais. Il est supposé avoir pris sa retraite, mais c'est pas vraiment ça qu'on constate. Alors, on a demandé à Pierre, qui a une vision peut-être un petit peu plus macro, un peu plus large, de nous communiquer aussi qu'est-ce qu'il voit là-dedans, comment est-ce qu'il voit que les besoins, les services ont évolué. Alors, on se disait que c'est intéressant qu'il y ait comme une espèce de regard croisé là, sur tout ça. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Pierre et à sa belle cravate. Merci, Amon. Effectivement, hein, c'est mon 40e anniversaire d'implication auprès des pères. J'ai commencé à donner des cours prénataux en février 1980. Oh, bravo! Et ben bravo. voilà, puis actuellement, je fais de l'aide notamment à des organismes comme la Maison Oxygène de Montréal. Je vais accompagner les gens également de Sorel-Tracy. Donc voilà, bref, c'est une belle boucle. Oui, bien effectivement, Raymond met bien la table. D'un, c'est les collègues ont pavé la voie. Je me retrouve comme sur une autoroute digne de Moscou ou de Pyongyang avec 10 voies dégagées. Ils ont fait vraiment toute une ouverture. En fait, ce que je vais vous proposer de mon côté, je vais effectivement porter un regard un peu plus large sur des évolutions plus globales qu'on voit autour de tous les organismes travaillant avec les hommes. Et ce qu'on voit dans le travail avec les pères recoupe ça avec la spécificité du travail, qu'il soit d'hébergement, de counseling ou de soutien aux habiletés parentales, là, comme le font nos 3 collègues. Je vais également faire allusion à 2
expériences que je suis de beaucoup plus près sur le terrain, puisque j'accompagne ces deux équipes qui ne sont pas en paternité. J'ai fait le choix délibéré d'aller un peu à côté pour que vous voyez qu'il y a des convergences et qu'il y a des éléments qui pourront vous inspirer. Donc, en fait, pour ces deux éléments-là, au-delà d'une petite introduction que je vais faire, je vais parler de 7 grandes percées qui se manifestent à travers la façon dont nous, des organismes communautaires, nous faisons face au contexte de la pandémie. Et je regarderai quelques autres exemples, il y en a plusieurs qui ont été donnés, mais quelques autres exemples d'innovation que les organismes communautaires intervenant auprès des hommes et des pères ont développé également. Je rebondirai d'ailleurs directement sur ce que Sébastien a nommé en commençant tantôt. Les pères sont d'abord des hommes aussi, et tous les enjeux autour des rôles masculins se manifestent en ce moment dans le cadre de la pandémie avec des particularités. À titre d'exemple, ce matin, on participait, Diane Dubois et moi, là, à un webinaire avec la communauté de pratique des répondants santé-bien-être des hommes, et Gilles Tremblay, pour le nommer, qui présentait un certain nombre de données, nous faisait allusion, et je commencerai là-dessus, nous faisait allusion à un grand sondage fait en Grande-Bretagne au mois de septembre, en fait, donc c'est tout frais, autour de la manière dont les hommes, notamment, s'adaptent et les familles également, plus largement, s'adaptent. Et parmi les choses qui ressortaient, l'inquiétude des hommes pour l'aspect financier, pour la sécurité financière de leur famille. Ça, c'était parmi les choses un peu difficiles. L'augmentation du stress moral chez un certain nombre, mais tout à fait de façon intéressante, le paradoxe de beaucoup d'hommes qui nommaient, en fait, 47% des pères disaient que la période de confinement leur avait permis d'améliorer leurs liens familiaux et leurs liens à leurs enfants. 17% d'entre eux disaient que ça avait été de même en termes de réduction du stress moral, du tiraillement entre le travail et la vie familiale. Et un grand nombre disaient que, même si bien sûr on sait qu'il y a eu des situations de détérioration, que dans certains cas, il y avait même eu amélioration des relations de couple. Donc, il n'y a pas eu que du mauvais, il n'y a pas eu que des reculs, et il y aura des leçons intéressantes à tirer de ça. Si je vais maintenant sur les 7 grands constats que je fais d'évolution qui se manifestent, pas nécessairement dans tous les réseaux de manière égale, mais les voici grosso modo. On assiste à une accélération de l'effort de formation et d'intégration de nouveaux employés à l'intérieur de certains des organismes. Comme si la pause forcée à certains moments donnés dans le contact clientèle a fait que les intervenants et les directions d'organisation se sont dit « on a là une occasion d'en profiter pour réfléchir, travailler, se rattraper en termes de formation, intégrer des nouveaux employés, intégrer dans certains cas des bénévoles, pas nécessairement au quotidien, mais les préparer à pouvoir être là, à pouvoir se mobiliser, à pouvoir participer à l'effort. » Il y a bien sûr toutes les innovations. Vous en avez parlé tous les trois. À ma connaissance, seul Père Séparé avait autant d'interventions à distance avant la COVID. Maintenant, ils sont en train de se faire dépasser par la gauche et par la droite parce qu'effectivement, tout le monde s'est fait donner un royal coup de pied au cul pour se moderniser un petit peu puis se mettre à ce que le 21e siècle permet d'avoir. Donc, effectivement, énormément d'innovations. Vous en avez nommé quelques-unes. J'en nommerai quelques autres, mais c'est vraiment assez fascinant de voir la vitesse à laquelle les organismes se sont, pour prendre un terme usé à la corde, réinventés ou redéfinis, incluant de la production, l'acquisition et la formation à l'usage des équipements, etc. Au-delà de la formation, ce que je nommais réinvestissement dans la réflexion sur les pratiques cliniques ou les pratiques d'accompagnement, les pratiques d'aide. Les organismes que j'accompagne, entre autres, qui avaient par moment délaissé un peu les supervisions, délaissé un petit peu les rencontres régulières de discussion de cas entre eux, ont réaccéléré, réinvesti. Je pense à un des organismes que j'accompagne où c'est pas compliqué. Depuis 6 mois, on a toutes les semaines 1 heure de discussion clinique par Zoom. On n'avait pas réussi à préserver ça dans les dernières années. On a redécouvert tout ce que ça permet d'apporter, la cohésion d'équipe, l'entrain, malgré un contexte aussi difficile. Je pense que ça a été des pratiques importantes et on voit qu'on est vraiment en train d'améliorer nos pratiques cliniques à plusieurs égards. Je donnerai 2 exemples tantôt.
ça ramène les gens à se rendre compte de la nécessité d'un effort de sensibilisation auprès des hommes et des pères. Quand on est dans l'urgence, quand on est dans le quotidien, on n'a pas toujours le temps de le faire. Là, je vois plusieurs organismes qui planchent sur des outils de sensibilisation, refonte, enrichissement de leur site Internet, insertion de capsules, création d'outils accessibles aux clients en ligne, création ou insertion de témoignages pour stimuler les hommes, stimuler les pères. Ça, c'était quelque chose qui était, je dirais, pas si répandu. Autre aspect, Raymond est un peu au cœur de ces efforts-là, l'effort aussi d'enquête et de sondage auprès des hommes. Hein, on a rebondi à Montréal, puis là, l'ensemble de la province emboîte le pas. C'est un très bon moment pour poser des questions aux hommes. Ils sont un peu plus accessibles, un peu plus disponibles. C'est comme le temps de les sonder, puis par la même occasion, de les faire réfléchir. Donc, on s'attend d'avoir des résultats intéressants dans les prochains mois qui vont nous aider à continuer à réfléchir, à approfondir notre travail auprès des hommes. Donc, sondage, enquête. Également, Alexandre a bien mis la table là-dessus. Prendre soin de nous, prendre soin de nos équipes. René en a parlé, Sébastien en a parlé. J'ai trouvé que malgré la pression, malgré les inquiétudes que vivaient les gens dans leur propre vie personnelle et par rapport aux hommes qu'on accompagne, aux pères qu'on accompagne, il y a eu un vrai effort de prendre soin de soi, prendre soin de nos équipes, prendre soin de nos partenaires. Et ça, de ce côté-là, ça a été comme, je dirais, un réveil. Hein? Souvent, on aide, puis on s'oublie. On aide, puis on s'oublie. On s'oublie, puis on s'oublie, puis on s'oublie. Là, il y a vraiment quelque chose qui a commencé à s'ajuster. Et finalement, il y a quelque chose que je vois commencer à émerger dans certains organismes que j'ai côtoyés depuis 2-3 semaines. Ils semblent un peu se préparer à l'après. L'après en maintenant, bien sûr, les acquis que les nouvelles pratiques ont permis d'ouvrir, puis je donnerai 2 exemples dans un instant des percées que ça a amené, mais également un début de questionnement qui leur vient d'ailleurs des hommes et des pères sur le rapport des hommes et des pères à leur milieu de travail. Il y en a qui commencent à dire nos milieux de travail sont carrément inhumains, anti-famille, anti-parentalité. Et il y a des hommes qui disent, moi, je ne retournerai pas vivre ce que je vivais avant la pandémie. Le télétravail m'a fait me rendre compte que j'avais une vie en dehors du travail et il va falloir que mon travail évolue, que mon milieu de travail, que nos employeurs évoluent. C'est encore embryonnaire, mais moi, je pense qu'on a, nous, intérêt à soutenir cet éveil-là que la pandémie a amené chez beaucoup de pères, chez beaucoup d'hommes, et qui va, à mon avis, changer les choses de façon peut-être beaucoup plus durable que personne ne l'envisageait il y a encore quelques semaines. J'irai sur les 2 exemples dont je voulais vous parler, 2 organismes, pour ne pas les nommer. Bon, le Centre de ressources pour hommes de Montréal, là où je suis impliqué bénévolement, et également un des organismes en violence conjugale dans les Laurentides à Accro, situé à Saint-Jérôme, les Basses-Laurentides, mais qui fait aussi un travail énorme d'accueil d'hommes qui, ne sachant pas toujours où aller, n'étant pas toujours accueillis de la manière la plus facile avec leurs demandes dans les grands services institutionnels, rebondissent souvent dans cet organisme-là en ayant des demandes de toute nature. Les modalités, bon, d'une part, dire 2 choses. Il y a eu une baisse substantielle pendant quelques semaines au printemps, comme tous et toutes, vous l'avez un peu mentionné. Ralentissement, des jeunes qui disaient « je préfère être en attente que d'être suivi par téléphone. Je préfère être en attente », même si on s'est mis très, très vite au Zoom, Skype et compagnie. Là, très, très vite, ils nous ont dit « non, non, moi, j'aime mieux en présence », jusqu'à temps, bien sûr, que la réalité rattrape un peu tout ce beau monde et que là, l'urgence, la détresse se manifeste. Donc, après ralentissement, il y a eu littéralement explosion. Et là, je dirais que depuis le début du mois d'octobre, on assiste à une poussée, une montée extrême. Donner un exemple, à Accro, pendant la période active de la pandémie, on a maintenu des groupes en ligne. On a créé rapidement 2 groupes en ligne. Au mois de septembre, on était toujours à 2 groupes en ligne, première semaine de septembre. On est aujourd'hui à 8 groupes en ligne, 2 pour des adolescents, 6 pour des adultes, et on a malgré tout 40 hommes en attente. On dessert en ce moment un caseload individuel et de groupe de 150 hommes en même temps. On n'a jamais vu ça. Jamais vu ça. Et tout ça avec une équipe à peine agrandie d'un intervenant.
mais les modalités de travail ont changé drastiquement. On a réévalué les formats de groupe, par exemple. On fait des groupes très courts, 1 heure, très punchés, très structurés, avec beaucoup de possibilités pour les gens de réagir en parole, par un signal ou autrement, des groupes réduits. On a aussi créé tout un processus de suivi parallèle individuel, c'est-à-dire que les hommes reçoivent chaque semaine une vignette vidéo, un outil de réflexion, un exercice, et nous les renvoient. Donc, il y a vraiment un lien. Et un des aspects qui nous surprend, on a beaucoup moins de pertes de clients qu'on en avait en présentiel. À peu près aucune perte. Moins de 5 % d'abandon, ce qui s'est jamais vu dans ce domaine-là. On voit aussi des clientèles qu'on ne voyait pas. Nous aussi, un peu comme dans la Naudière, comme Sébastien le nommait, on a une région très éclatée. Ah oui, quelques grosses communautés, Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme, oui, ça va bien ça. Là. Mais après ça, énormément de petites communautés d'hommes qu'on ne voyait jamais et qui viennent maintenant. D'hommes aussi, comme je crois, je pense que c'est René qui en a parlé, d'hommes qui n'étaient pas portés à faire des demandes s'il y avait une rencontre en personne, mais qui là, tout d'un coup, par le truchement du téléphone, du Zoom, commencent à apprivoiser et se rendent compte, ben ma foi, ils sont accueillants, ces gens-là, ils m'écoutent. Mon Dieu, je ne me suis pas senti bien de même depuis un maudit bout de temps. Wow! Et donc, on a effectivement cet aspect-là de beaucoup d'hommes qui découvrent un engouement et une capacité d'aller chercher de l'aide et d'en faire quelque chose de constructif. Donc, c'est vraiment, vraiment étonnant. Au niveau techno, bien sûr, on est en classe intensive. On a d'ailleurs après la partie clinique de notre... En fait, j'ai triché un peu. On a 2 heures toutes les semaines de rencontre. La première heure, c'est réflexion clinique. La deuxième heure, c'est on travaille sur nos habiletés. Nos habiletés et nos outils, parce qu'effectivement, on est vraiment poussé. Là. Vous voyez un peu le modèle. 1 heure, il faut travailler à bien animer un groupe, utiliser les bons outils, savoir quoi envoyer, faire un retour sur les exercices que les gars font. Et l'autre aspect, c'est que bien sûr, on se préoccupait, comme plusieurs autres organismes, du lien affectif, du lien en personne. Donc, on a recommencé les contacts individuels 1 fois par mois, au choix par le client, par Zoom ou en individuel personnel, durer 1 demi-heure maximum. Donc, s'il se déplace, c'est qu'il est très, très motivé. Et donc, voilà. Donc, ça permet aussi d'avoir un suivi plus personnalisé, chose que l'on ne faisait pas autant lorsqu'on était en groupe tout le temps. Donc, vous voyez, changement des pratiques, réinvention, nouveau cycle de travail et qui permet d'avoir des objectifs vraiment de plus en plus personnalisés. J'allais dire, en gros, c'est ça. Et bon, si je prends un petit retour maintenant vers Montréal et le Centre de ressources pour hommes de Montréal. Là, on arrive autour de la quinzaine de minutes. OK, mais ben j'y vais Pierre, vite. on va te donner un petit bonus. C'était 40 ans, on ne peut pas te couper la parole comme ça. Là. Je pense que OK, tout le merci, monde c'est bien gentil. Alors, tout je le vais monde faire me vite. couperait la tête. Là, alors, mais je dois quand même te rappeler les règles du jeu. C'est Pardonne-moi. parfait. Et donc, au Centre de ressources pour hommes, ce qu'on fait qu'on ne faisait pas jusque-là, on migre certaines activités en ligne, oui, mais on a décidé de mobiliser davantage de bénévoles. Et ce qu'on découvre, c'est que les hommes qui ont été aidés, dans un contexte comme celui qu'on vit en ce moment, ils manifestent présent. Je suis prêt à aider. On a formé 5 nouveaux bénévoles en l'espace de 2 semaines pour faire de l'accueil téléphonique et dégager des intervenants. On découvre que la pandémie a conscientisé beaucoup d'hommes à l'importance du partage et de l'entraide. J'arrête là-dessus. Excuse, je ne veux pas t'avoir coupé le sifflet, là, Pierre. Non, ben c'est bien, c'est bien. Mais faut que j'arrête à quelque part, Raymond. mais ça demeure quand même une très, très belle conclusion. Hein, c'est ça, l'entraide. Hein, souvent, ça restaure la dignité. C'est une façon de grandir. C'est ça, c'est vraiment, souvent, ça fait des miracles, l'entraide. Alors, écoute, merci beaucoup, Pierre. Merci de tes perspectives macro aussi. C'est le fun d'avoir une vue un petit peu plus large, de l'inscrire dans une perspective sociétale aussi. Tu as fait des liens avec la conciliation famille-travail, avec le COVID, avec les enquêtes, avec les hommes et tout ça. Écoutez, ben moi, je suis vraiment comblé de tout ce que j'ai entendu. Je souhaitais avoir des perspectives croisées sur tout ça, puis c'est exactement ce qu'on a eu, mais en même temps que tout ça s'additionne. Hein? On voit qu'on n'est pas du tout en contradiction, on n'est pas en opposition.
C'est juste un peu comme des façons différentes de regarder un même objet et tout ça se nourrit, se construit. Et je trouvais ça le fun là, quand tu disais, ben écoute, oui, il y a eu la COVID, oui, il y a les adaptations technologiques, mais il y a plein d'autres choses aussi. Oui. C'est intéressant de jeter notre regard aussi sur les apprentissages positifs. Dans notre sondage sur la coparentalité ou RVP, ça allait dans le sens de ce que tu disais, le fait d'être proche pour une partie des pères, des familles, ça a permis de découvrir des nouvelles choses, des nouveaux apprentissages. Ça a permis aux équipes au niveau du travail clinique, de découvrir des nouvelles façons de faire. Ça a renforcé des équipes, ça nous a aidé à sortir de notre routine, de notre confort, de se réinventer, même si le mot est galvaudé. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein? La COVID, on ne l'a pas choisi. Mais c'est intéressant de voir aussi ce que tu nous amènes, Pierre, c'est qu'est-ce que ça nous a apporté, hein? Quels sont les apprentissages qu'on a fait tout le monde, même si ça nous a brassé, ça nous a dérangé. Qu'est-ce que ça nous a donné? Comment ça nous amène vers l'avant? Et ça, je trouve ça très, très, très intéressant de ce côté-là. Un gros merci, Pierre. Merci aux 4 gars. C'était vraiment des 4 très, très, très beaux partages. Maintenant, ben, on va vous donner la parole à vous. Alors, Mardoché, j'aimerais ça que tu ailles un petit peu dans le chat puis que tu attrapes des questions, des interventions. Parfait. Alors, ben, on va commencer par Alex. C'est sûr qu'on a plusieurs personnes, Alex, qui félicitent ta présentation. On parle de bravo Cooper, vous êtes vraiment généreux. Bravo à toute l'équipe de Cooper, vraiment inspirant. On avait une question vraiment qui avait été posée, mais que je sais que je te l'ai envoyée, Alex, puis tu m'as dit qu'elle avait été répondue. Mais je pense que peut-être ce serait important de le répondre à tout le monde au cas que certaines personnes l'ont vu passer puis se sont dit, ah, tu sais, je ne voudrais pas reposer la même question. Alors, la question était... est-ce possible de développer un peu sur cette idée que les pères ont moins d'agilité? En fait, l'idée, c'était de dire que les pères avaient une certaine difficulté à venir chercher de l'aide, un service par anticipation et que ça arrivait souvent dans un temps de crise, ce qui a amené certaines complexités. Voilà, c'était par rapport à ça que je ramenais le point. Puis que la distance imposée par le mode de fonctionnement, téléphone, Zoom, nous permet peut-être un peu moins à être enclin à aller de l'avant. Ça amène un levier supplémentaire, anxiogène éventuellement. Fait que voilà, c'était par rapport à ça. Parfait. On avait Clémence Pentecôte qui disait « VUCA est un acronyme, VUCA en anglais, pour décrire la volatilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté des conditions générales de l'environnement. » Est-ce que Clémence voulait partager un plus? Oui. En fait, c'était simplement parce que Alex a cité l'acronyme mais ne l'a pas retrouvé, donc je lui ai soufflé la réponse. Mais c'est effectivement cette perception de l'environnement excessivement changeant et les 4 piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour favoriser cette adaptation au changement, qui est si difficile pour tout le monde en ce moment et les pères n'y font pas exception. Merci Clémence de veiller sur nous. Ah, je vous en prie. C'est mon côté intervenante des PJ, j'y peux rien, c'est plus fort que moi. Alors, par rapport à René, on avait encore une fois beaucoup de remerciements pour le beau travail qu'offre PSI. Pour ta présentation aussi, René, il y a Marie Hudon de Haute-Gaspésie qui posait plein de bonnes idées. Merci René pour cette belle présentation et partage de vos pratiques. On aimerait tellement avoir ce service en Gaspésie. Alors, je ne sais pas si René, tu voulais complémenter cette demande, si on peut le dire. J'ai vu qu'il y a eu quelques commentaires, dont un où les gens disaient « Je croyais que Pères séparés était provincial. » Okay? Oui, ça, c'était la prochaine. Alors... écoutez, on n'est pas provincial. Je veux dire, à l'origine, l'organisme est dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, sauf qu'on reçoit des appels de partout au Québec, même des fois de la France et d'ailleurs à cause du site web. Donc, on ne refuse pas aucun appel. On dépanne, on informe, on renseigne,
on travaille grâce au merveilleux réseau de maisons Oxygène. On est à même d'être capable de référer des pères en difficulté déjà à beaucoup plus d'endroits que là, peut-être 2 ans ou 3 ans, ce qui est magnifique. Ce qui est extraordinaire. Déjà, pour nous, c'est une avancée majeure. Et en plus, on a, je vous dirais, un expert en matière de développement des habiletés parentales qui est Coopère Rosemont, qui pour nous est pour moi, comme individu et pour l'organisme comme tel, un des leaders dans le domaine. Ça fait qu'on a la possibilité donc d'aiguiller nos pairs du secteur vers ces secteurs-là. Et en plus, on travaille beaucoup sous le principe du 2-1-1, dans le sens qu'on les réfère aux ressources qui existent, en ayant déjà au départ des ressources comme Premières Ressources, les ACF, on les utilise jamais assez, ces groupes-là. Être capable de les référer, de donner ça comme exemple aux pairs, comment aller chercher, comment diminuer ses frais. Vous savez, on a un peu d'éducation à faire auprès de ces hommes-là, parce que les gars sont orgueilleux, ils ne veulent pas, ils ont l'impression d'aller quémander. Donc, il y a beaucoup de travail qu'on doit faire, d'appeler les centraide. Moi, je travaillais avant un centraide, donc on travaille beaucoup avec les centraide Montréal, centraide dans la région, pour voir un peu est-ce qu'il n'y aurait pas des organismes qui pourraient être complémentaires, autres que ceux qu'on connaît déjà, qui font un excellent travail, dont Oxygène et les autres. C'est comme ça. Mais on répond à tous les appels au Québec. Il n'y a pas de crainte à avoir. Là. OK? Mais écoutez, moi, là, au niveau des services aux hommes, le service de pères séparés, là, il faudrait que leur budget soit multiplié par 5. Sérieux. Ça fait des années que je le dis, puis c'est un service là, qui devrait être mur à mur, et c'est un service de prévention extraordinaire d'avoir une ligne où les pères en difficulté, en détresse, ils peuvent appeler. Et ce que René nous a dit qui est extrêmement important, c'est que souvent, la demande d'aide en période de séparation, elle passe par le juridique. Et souvent, on n'entend pas la détresse derrière la demande juridique. Et pères séparés, ils font ça. Ça serait une des plus grandes actions de prévention qu'on ne pourrait pas faire, que s'ils pouvaient répondre à 10 000 appels par année, ça serait de la prévention fabuleuse qui devrait être faite. Je l'ai dit, je l'ai répété en très haut lieu, puis je continue à le répéter. Suite à la commission Laurent, là, ça serait une des choses importantes qui pourraient être faites, de donner à pères séparés les moyens de vraiment répondre à toutes les demandes qu'il y a à ce niveau-là. Voilà, c'était mon éditorial. Merci Raymond. Alors, c'est ça. Il y a encore d'autres commentaires vraiment qui remercient tout le monde pour les présentations. Là, on serait rendu Gaspésie, merci. Okay. Il y a Diane qui dit merci. Maison d'hygiène aussi. Maison d'hygiène. Oui, Sébastien. Alors, Sébastien, premièrement, il y a plusieurs personnes qui voulaient te dire, et moi-même, que votre vidéo est extrêmement touchante. C'était, en tout cas, c'était superbe. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voulaient s'exprimer là-dessus. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir. J'ai rien d'autre à dire. C'était très touchant. Vraiment, bravo pour ça. On a Richard Dufour qui demande pour les conférenciers, y aurait-il des moyens particuliers à envisager dans le contexte COVID pour que des hommes se voient à distance et se retrouvent? Je pense par exemple à une animation avec un clown professionnel, n'importe quel moyen significatif qui puisse permettre ou de se retrouver en présentiel tout en respectant les consignes de santé. C'est une question qui est vraiment posée à tous. Puis Richard, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais... Pardon, Alex? Peux-tu reposer la question, je te prie? Oui, pas de problème. Alors, y aurait-il des moyens particuliers à envisager dans le contexte COVID pour que des hommes se voient à distance et se retrouvent? Il parlait d'un exemple par rapport à un clown professionnel, mais n'importe quel moyen significatif qui puisse permettre pour ces hommes-là de se retrouver en présentiel tout en respectant les consignes de santé. Alors, par rapport à ce que vous voyez sur le terrain. Je me suis un petit peu mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est que les gens se voient plutôt en présentiel en respectant ces distances-là et qu'il y a un moyen, M. Alexandre en a parlé, un espace pour les hommes, voyons, je vais oublier
son nom, Sébastien, a parlé d'action, que les hommes se retrouvaient beaucoup dans l'action. Donc, l'idée qui m'est venue, par exemple, c'est un clown qui travaille avec les gens où chacun fait quelque chose, mais tout le monde se retrouve ensemble. C'était mon idée de base, mais comment est-ce qu'il y a des moyens que vous voyez pour lesquels on peut permettre aux hommes de se retrouver personnellement et en groupe, tout en respectant les règles. C'est tout. Je l'avais mal formulé, je m'excuse. C'est correct. Je pense, Richard, pour peut-être faire du pouce là-dessus, je pense qu'on a vu l'apparition d'un modèle qui fonctionne bien, qui est exemple un men shed ou ces choses-là. Il y a vraiment l'apparition des modèles qui sont intéressants à ce niveau-là. Qui demandent des adaptations, d'être capable d'avoir chacun un poste de travail. Hein. Initialement, c'était fait pour que les gens puissent se côtoyer étrangement. Là, il faut des postes de travail pour pouvoir le faire. Mais il y a des modèles qui existent à ce niveau-là, puis qui, je pense, l'apparition de ces modèles-là, des men sheds, des lieux de rassemblement pour hommes, devrait, selon moi, s'accélérer dans le temps pour faire en sorte que les hommes puissent retrouver en effet des endroits pour, et de un, être dans l'action, et de deux, pouvoir avoir un lieu de contact, puis un lieu pour briser l'isolement. Parce que tout le reste, les autres moyens, je nommais tantôt les sports, je nommais les autres moyens, même les milieux de travail où est-ce qu'on demande d'avoir des postes isolés, bien, à ce moment-là, ça fait en sorte que ça réduit le nombre de contacts sociaux informels qui sont hyper importants. Je n'arrête pas de le répéter, soit à mon équipe de travail ou aux partenaires, mais l'informel pour les hommes, c'est hyper important. Moi, je l'ai toujours dit, on part un groupe de discussion, on n'a pas de père qui se présente. Par contre, on part un groupe de sport, puis en tant que tel, les gens prennent 3 fois 15 minutes de pause, puis un groupe de discussion qui se produit dans les pauses. Fait que, en tant que tel, c'est un prétexte, des fois, l'informel pour pouvoir avoir des lieux de discussion, puis des lieux de prise de pouls de ces hommes-là. Fait que je pense qu'on devrait accélérer ce type d'innovation-là, de men-shed, de lieux de rencontre, en respectant, c'est sûr, les mesures là, appropriées. Moi, je fais du pouce sur toi, Seb. En fait, tout ce que tu offres comme activité repose essentiellement sur le savoir-être des intervenants, des animateurs, parce que, évidemment, je suis entièrement d'accord avec ça, c'est l'informalité qui prend le relais. Vois-tu, nous, pour attirer les pairs dans un temps sans pandémie, on offre des activités pour qu'ils passent la porte parce qu'ils viennent dans un contexte non obligatoire. Donc, il faut qu'on soit, entre guillemets, attirant, sexy pour eux. Et puis, c'est une fois qu'ils sont en confiance, qu'ils vont passer la porte pour une discussion et puis éventuellement un atelier ou quoi que ce soit. Mais tout ce qui se fait dans l'informalité des activités a une importance majeure. Alors, actuellement, en temps de pandémie, pour un organisme communautaire, on a le droit d'ouvrir des espaces. Faut rester vigilant quant au nombre de personnes, faut rester vigilant quant aux mesures de distanciation sociale, s'assurer que tout le monde soit dans l'hygiène des mains et puis le respect des mesures barrières. Et puis, on peut avoir des espaces, même avec des enfants, en autant qu'on s'assure que chacun ait son kit de travail, kit d'activité. Idéalement, reposer l'activité sur le minimum d'outils pour minimiser l'entretien. Ce serait là mon conseil. Parfait. Peut-être pour préciser, Mardoché, oui, à Richard, au niveau de men-shed, c'est le terme anglais, dans le fond, c'est des ateliers de travail du bois, de travail physique. Là. Donc, il y a des beaux modèles là, qui existent à ce niveau-là. Parfait. On avait 2AJ Gagnon, je ne sais pas c'est quoi le nom, désolé, de CRH Optimum Saglac qui nous disait « Nous aussi, au CRH Optimum Saglac, nos groupes roulent en Zoom depuis le début de l'été et effectivement, le niveau d'assiduité et d'accessibilité est étonnamment plus grand. Ça soulève quelques résistances au début, mais nous aussi, on va garder cette option certainement post-COVID. »
On avait Marie-Ève Lafortune de Entre maman et papa à Montréal qui disait c'est l'inverse qui arrive pour eux. Marie-Ève, je ne sais pas si tu voulais prendre la parole ou si tu voulais que je lise ta question. Je peux prendre la parole si vous voulez, ça va me faire Il n'y a pas de plaisir. problème. En fait, nous, on rencontre vraiment la situation inverse dans nos activités en général. Puis les activités avec les papas, c'est pareil qu'avec les mamans, là. Donc, ce n'est pas une question de maman-papa, là. Je pense que c'est généralisé chez nous. Par rapport au fait que, ben, on a la moitié des gens qui se présentent par rapport à d'habitude, que ce soit à distance ou en présence, parce que nous, on fait moitié-moitié le présentiel. On peut accueillir jusqu'à 6 participants sur place, puis la balance du groupe doit se retrouver à distance. Mais c'est ça. En fait, là, nous, on constate vraiment l'effet inverse de ce que vous présentez, c'est-à-dire qu'il y a une baisse drastique de participation. Même si les inscriptions, j'ai autant d'inscriptions qu'à l'habitude, ben, par exemple, mon dernier groupe de pairs, ils étaient supposés être 6 et ils ont été 2,5 parce qu'il y en a un qui est arrivé vraiment comme à la moitié du groupe, alors que d'habitude, ils sont tous ponctuels, en présence et tout. Donc, moi, c'est vraiment un enjeu que j'ai présentement. Là, je pense à grossir mon groupe de pairs là, parce que j'avais comme limité au nombre de gens que je pouvais accueillir sur place, idéalement. Puis là, ben, je commence à grossir le groupe un peu, mais j'ai quand même le même problème, c'est que c'est la moitié des gens inscrits qui se présentent. Puis je me questionne par rapport à ça. Est-ce que c'est Montréal qui est comme ça? Est-ce que c'est les grandes villes? Est-ce que c'est... Ben, je suis sûre que j'ai des choses que je peux améliorer, là, ça c'est certain, mais je suis certaine que c'est pas juste moi. Mais je me demandais si c'était s'il y en avait d'autres qui vivaient cette situation-là. On a Marie-Christine Leblanc qui dit qu'eux aussi rencontrent le même problème. Mais, quand tu es dans un contexte non obligatoire, comme en fait j'avais répondu à Marie-Ève en privé, mais dans un contexte non obligatoire, c'est évident que tu vas vivre une diminution drastique, d'autant plus si le nombre, le bassin de pairs rejoints est relativement important. En fait, il y a une proportionnelle qui s'opère. Et puis, en arrière, bien, il va y avoir un levier en lien avec des besoins parce que la crise est là et qu'il y a un besoin. Et ça va dépendre du lien de confiance, ça va dépendre de l'offre de service, ça va dépendre de plein d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte et qui fera que le père fera ou non la démarche. Puisque je lui disais par rapport à tout ce qui est visio en groupe, c'est d'envoyer des propositions d'animation sur des thématiques un peu percutantes, un peu sexy, j'ai encore utilisé ce terme-là, et puis de proposer une communication encore une fois, un peu percutante, des mots simples, phrases très courtes, le minimum d'infos même, puis dans un lexique qui va limiter l'appréhension de la remise en question personnelle. Parce que le père, si tu lui dis « viens discuter de tes émotions », il ne viendra pas. Si tu lui dis « viens, tu vas pouvoir réfléchir à ta vie », il ne viendra pas non plus. Alors que si tu lui dis « je ne sais pas… on va parler de sexo » ou tu lui dis mince, je sais pas, je n'ai pas d'exemple sous la main, mais si tu lui dis dépression, comment tu vis ça, bah, peut-être que ça va être plus simple parce que la phrase, la punchline est efficace, puis il a peut-être le besoin de parler, puis il va sentir qu'il aura peut-être plus d'espace parce que juste la mise en page de la promo offre cet espace de parole, mettons, en arrière. Voilà, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça a l'air de fonctionner, ça a l'air de marcher. Les pairs répondent. Mais il y a certainement d'autres pistes de réflexion. Oui, mais avez-vous tous diminué les heures, le nombre de temps que vous passez pour vos activités? Dans le fond, moi, habituellement, mes ateliers étaient 2 heures. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous, à distance, vous diminuez les temps d'activité? Tu parles de 14 heures de l'après-midi?
Donc, ce que je veux dire, mettons, on a... non, moi, c'est en soirée, mes activités avec les pères. OK. Là. Sauf que, mettons, c'est de 7h30 à 9h30 ou de 7h à 9h, dépendamment du choix du groupe, en fait, selon... On s'accommode en fonction de leur disponibilité. Parce que d'habitude, j'offre le répit, mais là, c'est pas possible d'offrir le répit pour tous les enfants, malheureusement. Donc, c'est à distance, ils ont leurs enfants, il faut attendre qu'ils soient couchés, ce genre d'affaires-là. Ouais. Donc, c'est ça, le soir, mais habituellement, mes ateliers étaient de soir 2 heures, mais là, j'ai continué à l'offrir pendant 2 heures, l'atelier. Peut-être c'est trop long sur Zoom. Avez-vous tous réduit vos temps d'activité? C'est ça Je voulais juste dire qu'on va prendre certaines réponses. On avait Pierre Lheureux, René, puis par la suite Raymond. OK. Moi, je dirais les organismes avec lesquels je travaille, on a tous réévalué nos formats. La plupart du temps, on les a réduits, certains du tiers, d'autres de moitié carrément, mais en amenant des compléments. Comme je le dis, par exemple, à Accro, puis je fais la même chose maintenant là, au CRHM avec les ateliers bilan de vie, projet de vie, là, auxquels les hommes en général répondent bien. On envoie une vidéo à voir, on envoie un petit texte à lire très court, on envoie un exercice de réflexion à faire, qui est quelque chose qui est très personnel. Alors, ça, il faut. Parce qu'on va être honnête, là, en ligne, nous, c'est pas pire, on est stimulant, il y a plein de gens autour, vous avez des questions, vous êtes habitués à participer à des activités d'échange. Ça peut tenir le coup, 2 heures, sans vraiment de difficulté. Mais avec des hommes qui ne sont pas habitués, certains qui travaillent sur un cellulaire, d'autres qui travaillent sur une petite tablette, ça ne marche pas. Alors, s'ils ont accès à certains autres éléments de manière un peu plus punchée, un peu plus intéressante, nous, on les réfère à des émissions ou à des capsules qui sont sur YouTube. On en a créé pour nous-mêmes qui correspondaient à nos réalités. On a sollicité des témoignages d'hommes qui avaient fait des démarches pour que ça puisse servir à faire réfléchir. Il faut changer. Le format audiovisuel, entre guillemets, là, à distance, exige qu'on fasse un petit bout de création ou de métissage à tout le moins avec des ressources complémentaires. Je voulais juste rajouter avant que René rentre que plusieurs personnes, Marie-Ève sur le chat, mentionnent que 2 heures, ça peut être très long d'y aller peut-être avec des petites séances de 1h30 un peu plus régulièrement aussi. Oui. Alors, René. OK. Nous, de notre côté, je vais vous donner l'exemple de nos groupes de soutien, qui sont des groupes où les pères discutent entre eux, là, mais avec une structure. Le groupe de soutien, c'est pas juste dire on placote, on jase de ce qui ne va pas bien, c'est que le groupe de soutien est là pour éduquer le père. OK? Dans le sens qu'il y a une structure, il y a une façon de s'exprimer, il y a une façon de parler, il y a des règles de fonctionnement, il y a des règles je vous dirais, de bienséance, d'utilisation de certains termes qui sont bannis pour éviter, dans le fond, éduquer le père pour qu'il en vienne qu'en société, il y a un langage approprié, comprenez-vous, en quelque sorte, pour que tranquillement, qu'il fasse du travail sur soi. Nous, ce qu'on a remarqué, excusez-moi, ce qu'on a remarqué, c'est que ça, en passant, c'est notre service le plus couru et qui donne le meilleur des résultats. Il n'y a rien de tel que d'entendre un autre père lui dire « Écoute, moi, je m'en suis sorti, j'ai fait telle affaire et ça fonctionne. » OK? Donc, ça, c'est très, très positif et la force des pères, autrement dit, qui sert en quelque sorte d'étalonnage ou de mesure de vérification, de contrôle, elle est extrêmement forte. Donc, on s'est servi de ça, on a maintenu les groupes de soutien, mais du fait que c'était en présentiel, on leur a mis des règles, OK? Dans le sens que quelqu'un qui ne s'inscrit pas ou parce que les places sont limitées, donc on ne peut pas fonctionner à 10-12 personnes, c'est impossible. Là. Si on va avoir un temps de parole entre 20 et 30 minutes chacun, compte tenu des règles, ça dure environ 2 heures, donc veut pas, il n'y a pas le choix, il ne faut pas dépasser 5 ou 6 personnes par soirée, OK? Donc, premier arrivé, premier servi, puis on fait une rotation, OK? La personne qui manque son coup ou qui ne respecte pas ça, elle saute son tour la prochaine fois. Comprenez-vous, on a mis ça très clair, on l'a communiqué aux pères et ils sont d'accord. Ils sont d'accord à participer de cette façon-là. Donc, ça responsabilise le participant face à l'activité qu'on tient face à lui. Et à un point tel que ça fonctionne quand même assez bien. C'est rare que quelqu'un
va se désister à la dernière minute. Il le sait, il va perdre son tour, puis il le sait que quelqu'un derrière lui attendait cet espace-là. Là. Ça pourrait peut-être vous aider, mais moi, je vous dirais qu'en présentiel, logiquement, ça devrait faciliter le travail parce que les gars n'ont plus besoin de se déplacer. OK? Ils n'ont plus besoin de se déplacer. Ils ont à être présents. Ils ont à s'assurer, même là-dessus, je vous dirais, c'est important de donner des critères pour être capable d'assurer une forme d'intimité lors de cette rencontre-là. Nous, on lui dit, écoute, il faut que tu sois dans un endroit reclos, fermé, tu vas être seul, mets-toi des écouteurs pour pas qu'on entende ce que tu vas dire. Donc, on lui donne déjà des pratiques, des techniques pour qu'il sache comment assurer une forme d'intimité et être vraiment à l'aise de jaser, de discuter, puis d'entendre aussi les autres pères, qu'est-ce qu'ils ont à dire. C'est bien important. En tout cas, nous, comme tel, logiquement, ce qu'on voit, c'est si on pouvait l'accueillir une dizaine, il le ferait. Là. Il le ferait en présent, en distance par Zoom. OK? Merci, René. Avant de passer la parole à Raymond, je voudrais juste, pour ne pas perdre aussi le fil des questions, pour ne pas oublier du monde, il y a Marie-Christine Leblanc, je crois, qui dit « Ce qu'on remarque, c'est que plus aucun père ne participe car on restreint le nombre de participants et le père semble vouloir laisser la place à la mère. Certains nous ont même demandé s'ils avaient le droit de recevoir les services. » Oh, wow! Bien, écoutez, moi, je me permettrais de dire que la discussion qu'on est en train d'avoir actuellement est en train de mettre la table pour notre prochain webinaire, qui est justement comment rejoindre les pères dans les organismes du secteur famille. C'est à dessein qu'on a séparé les deux webinaires parce qu'on voit, puis Marie-Ève, tes propos l'illustrent, que c'est des dynamiques différentes. Si le père est en période de crise, de séparation, il a besoin d'hébergement et tout ça, il y a un certain type de dynamique. Si on est dans d'autres contextes, les stratégies, les dynamiques doivent s'adapter. Alors, dans le fond, je veux juste vous faire une passerelle vers le prochain webinaire qu'on va faire en janvier. Et là, ce qu'on a demandé, c'est qu'on va aller chercher des organismes qui ont trouvé justement des façons de continuer à rejoindre les pères en période de pandémie, ce qui fait que tu nous permets vraiment de nous amener là, vers le prochain sujet. Qu'il y a quand même, il y a beaucoup de choses en commun, mais il y a quand même des tonalités qui sont différentes là, de ce côté-là. Puis je dirais, dans le fond, pour respecter la proposition qu'on a faite de finir là, vers 15h30, peut-être qu'il nous resterait peut-être un 7-8 minutes de questions, Mardoché. Oui, pas de problème. 7-8 minutes de questions. OK. J'essaie de tout gérer ça, désolé. C'est ma première fois. Alors, on a quand même Clémence aussi qui mentionne que, idem en protection de la jeunesse, où les groupes en ligne pour les parents sont difficiles à mettre en place, accès à Internet et à l'informatique, présence d'un environnement qui ne facilite pas la concentration sur l'écran, présence de beaucoup d'enfants dans les logements, avec des espaces restreints, liens de confiance plus difficiles aussi à mettre en place sans les moments informels qui facilitent la relation d'aide. Alors, Clément, je pense que c'est encore là, si tu pourrais t'exprimer là-dessus, je pense que tu mentionnes l'importance des fois d'avoir ces rencontres toujours en présentiel. Est-ce que je me trompe? Oui, en fait, c'est ça. En protection de la jeunesse, on est dans un contexte d'autorité, donc ça fait partie des contextes qui sont très difficiles pour aller rejoindre les pairs. Et même s'il y a beaucoup de volonté des intervenants pour essayer de les rejoindre et de leur offrir des activités, en ligne, c'est plus difficile de mettre des pairs en action. Il y a effectivement l'écran, Alex en a parlé, de la difficulté de s'exposer devant un écran. Et puis peut-être que les intervenants de la protection voient ce qui se passe réellement au domicile et comment ils gèrent les enfants en direct quand il y a du bruit, puis qu'il faut participer à une activité, puis être attentif à ce que les autres parents disent. C'est ça, c'est un regard qui est différent aussi. Les intervenants continuent d'évaluer la situation familiale en direct pendant les groupes. Donc, on ne parle pas de la relation d'aide de la même façon et d'une relation de confiance de la même façon. Mais il y a eu aussi, on salue toujours le milieu communautaire pour cette capacité à très rapidement rebondir et être très flexible. Il y a quand même beaucoup d'intervenants en protection de la jeunesse qui ont réussi à faire des choses, alors plus au printemps et cet été, mais d'aller à l'extérieur, d'aller dans des parcs,
d'aller jouer avec le père et les enfants et puis de finalement faire du modeling comme ça, plutôt que de donner des activités de façon plus magistrale derrière un écran avec le froid que ça peut représenter d'être comme ça derrière un écran, puis la difficulté aussi de s'exprimer devant d'autres personnes qu'on n'a jamais rencontrées, qu'on ne connaît pas, avec qui on n'a pas eu l'occasion de prendre un café et de vivre des petites choses plus informelles qui mettent tout le monde beaucoup plus à l'aise. Donc ça, c'était pour rebondir aussi sur la durée des activités. Elles ont été beaucoup réduites en protection de la jeunesse, ce qui pose d'autres soucis de gestion du risque. Offrir moins de services, c'est éventuellement aussi prendre le risque d'exposer des enfants à des situations de plus grande difficulté. On sent aussi que les intervenants sont beaucoup plus fatigués, tout comme les parents. Donc, c'est ça, la période des fêtes de fin d'année, ce n'est pas des moments faciles non plus. Donc, il y a une vigilance particulière à maintenir malgré tout, malgré le contexte qui est difficile pour tout le monde. Mais vraiment, je tiens à saluer la belle énergie de tout le monde aujourd'hui et les bonnes idées de tout le monde. C'est toujours intéressant quand le RVP arrive à nous mettre en contact et à partager autant d'espoir et de motivation par nos idées communes. Donc, merci pour tout ça. Merci beaucoup. Il y a Alex qui mentionne que, bon, pour qu'est-ce qui est des groupes, des fois 5-6 pairs, un maximum de 45 minutes, les micros, les vidéos ouverts, ça peut vraiment aider. Il y a aussi Pierre Lheureux qui a mentionné avoir des règles et un code de travail en ligne facilite, moins de cacophonie, sentiment d'être entendu sans interruption, comme mentionnait René. Le petit code tout simple. Alors, on va continuer. Bon, je me retrouve dans mes questions. J'allais ajouter un petit quelque chose, si tu permets. Ben oui, vas-y. Il y a quelque part où ce que je vois chez les intervenants là, que j'accompagne à toutes les semaines, c'est qu'ils ont dû apprendre à changer de ton. Tu ne t'adresses pas aux gens de la même manière quand tu es dans un environnement virtuel. Ils ont dû effectivement, puis là je voyais Alexandre le nommer, ils ont dû jouer un peu plus de légèreté, introduire de l'humour, puis une façon relaxe de faire les échanges, que la présence, quand les gens sentent directement notre chaleur humaine, notre désir réel d'être là pour eux, ça passe bien, mais à travers l'écran, ça ne passe pas de la même manière. Il faut trouver moyen. Je regarde avec les intervenants d'Accro, une des choses qu'on fait, on le prépare un peu d'avance, mais on dit qu'est-ce que de plus personnel de ce que vous vivez pendant la pandémie, vous aussi, vous pourriez parler sans que ce soit menaçant, sans que ça confusionne les genres et les rôles, mais qui rendrait la situation un peu plus humaine. Alors, il y a des toutes petites choses comme celle-là, comme le ton, comme la manière de questionner, d'être plus léger, moins formel, ça aide à atténuer un petit peu le clash là, j'appelle ça le seuil de l'écran. Le seuil de l'écran, pour moi, il est un peu comme une marche 2 fois plus haute que la marche habituelle. Je trouve que Clémence le nommait bien. Là. Il y a quelque chose de cette nature-là, plus bien sûr la peur d'être regardé, évalué. Alors, il faut trouver des façons d'assouplir le ton, d'assouplir le contact pour le rendre plus humain, plus facile. Je pense qu'Alex voulait rebondir. Oui, on dit en marketing, je fais un parallèle un peu bizarre, mais que le sensoriel, c'est 80% de l'expérience d'achat. Et donc, bon, là, il n'y a pas d'expérience d'achat puisqu'on est à distance. Ça veut dire que le 80%, il revêt une importance capitale. Et donc, il faut exagérer la rondeur dans la voix, il faut exagérer le rire, il faut que même la gaieté s'entende dans la voix. Tu sais, il faut exagérer certains caractères, certains traits. Il faut faire l'effort de réfléchir l'image, de traduire ce qui est nommé pour accentuer, pour être sûr qu'on se comprend bien. En tout cas, il y a tout un tas de méthodes de communication qu'il faut transformer pour qu'on travaille beaucoup plus dans le sensoriel. C'était l'élément que je voulais ajouter pour aller dans le sens de Pierre. Merci. Mais en plus, j'arrivais au commentaire de Diane. Mais Diane, je vais te passer la parole. Alors, vas-y. Je vais juste dire que c'est comme si on a dû s'adapter, être créatif, mais en même temps, ça demande des habiletés là, pour lesquelles on ne les a pas nécessairement. Là. Nous, moi, je suis enseignante et on a dû virer assez rapidement vers un virage au non-présentiel. On nous a donné de la formation là, en rafale. Moi, j'ai suivi 7 formations de 3 heures chacune. Puis c'est pas si évident que ça. Puis pourtant, il y a toutes sortes de petits trucs là, qui sont super simples pour justement créer cette présence-là. Il y a une façon de créer une présence, même si tu es en non-présentiel. Tous ces petits trucs-là, il faut se donner le temps de les apprendre. Il faut se donner, c'est récent, là.
Et juste pour vous dire, le temps, généralement, nous, ce qu'on nous dit en non présentiel, c'est un maximum d'1h30. Puis généralement, après 20 minutes, l'attention n'est pas là parce que la charge cognitive, elle est beaucoup plus grande en Zoom. Donc, ce qu'on nous dit, c'est si vous voulez donner un contenu plus magistral, allez-y au maximum avec 1h30. 20 minutes est l'idéal. Et variez faites des quiz, envoyez-les dans des salles virtuelles, travaillez sur différentes situations, mais dans le fond, donnez-vous la chance aussi, là, c'est récent, donnez-vous la chance de développer ces habiletés-là. Puis il y a des formations de plus en plus qui sont là, puis qui nous permettent, parce que moi, j'ai été agréablement surprise de découvrir comment on peut être très proche des gens, même si on est avec une certaine distance technologique. Donc, donnez-vous la chance, donnez-vous un peu de temps. Je voulais juste mentionner qu'il est 3h30, mais les discussions sont tellement bonnes, puis on a encore du monde qui veulent rebondir. Alors pour ceux, il y a plein de monde qui disent que malheureusement, ils doivent quitter, alors je voulais l'annoncer. Mais j'allais juste rebondir que Diane, elle mentionnait tantôt, bravo à toutes les personnes qui ont parlé. Bravo à les belles initiatives, Sébastien, que vous avez créées. Alors là, on avait Pierre Lheureux, puis par la suite, Raymond Villeneuve. Puis j'essaierai d'aller vers la conclusion pour respecter le temps qu'on avait donné. Je vais être rapide. En fait, je vais rebondir sur ce que Diane disait. Les plateformes comme Zoom, Meet et compagnie recèlent toutes sortes de petits trucs très simples à maîtriser, tableau blanc, micro-sondage, levée de main qu'on demande pour obtenir une opinion de groupe. Il y a des toutes petites choses qu'on peut apprendre très vite. L'autre aspect, certains des intervenantes, là, savez-vous ce qu'ils font? Ils se pratiquent. Ils se font un zoom entre eux, ils se mettent dans une situation, puis là, ils se regardent après en disant « Mon Dieu, j'aurais pu être bien plus expressif, bien plus simple, bien plus… » Une fois qu'on le fait 2-3 fois, on dirait que ça nous reset un peu. Là, on apprend comment paraître ou apparaître pour que les gens aient un meilleur contact avec nous. Donc, ça se travaille. Encore là, c'est une belle conclusion, mon cher Pierre. Ça se travaille. Alors, écoutez, wow! En tout cas, c'était la première fois qu'on faisait un webinaire. On était un petit peu nerveux. On ne savait pas trop comment ça se passerait. Puis, écoutez, grâce à la qualité des conférenciers, la qualité des échanges, en tout cas, il s'est passé beaucoup, beaucoup de belles choses. Alors, merci Alex, merci René, merci Sébastien, merci Pierre, merci à tout le monde d'être là, d'être présent, d'être au rendez-vous. Ça nous touche vraiment beaucoup parce qu'on s'ennuie de vous autres, on s'ennuie de la gang. On a une grosse peine de se dire qu'en février, on ne sera pas en présentiel dans les corridors de l'Hôtel Universel à se faire des accolades, à s'embrasser les uns les autres. Mais on se donne vraiment un rendez-vous en février pour se retrouver. Puis on va tout faire pour qu'il y ait du prendre soin dans notre événement, qu'il y ait de la chaleur humaine, qu'il y ait du réseautage, parce qu'il faut le faire dans notre équipe, mais je pense que notre grosse gang, notre grosse collectivité, elle est extrêmement importante pour tout le monde. Ça fait du bien de savoir qu'il y a plein de gens autour de nous qui ont ces préoccupations-là, puis qu'on est tout le monde ensemble pour, dans le fond, rendre le monde plus beau. Hein? C'est là-dedans ce qu'on essaie de faire, chacun à notre façon, en soutenant les pères, les mères, les enfants, les familles, en favorisant l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est pour ça qu'on travaille, tout le monde. C'est ça qui nous élève, hein? C'est ça qui nous tient, c'est ça qui nous transporte. Puis pour nous, de voir que cette chaleur-là, cette flamme-là est toujours là, bien, ça nous réchauffe le cœur. Fait qu'on a juste le goût de… Vous avez juste donné le goût aujourd'hui qu'on se revoie rapidement. Donc, en février, Mardoché va animer un webinaire sur le rejoindre les pères dans les organismes secteur famille. Puis à super conférence, on se revoit. Puis il y a quelque chose qui me dit qu'on va organiser aussi d'autres webinaires. C'est trop le fun. Alors, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Puis on a juste hâte de vous retrouver. À bientôt, tout le monde. À bientôt. Je voulais juste vite dire au monde qui sont encore présents, il y a eu plusieurs demandes par rapport aux coordonnées des panélistes. Alors, Christian avait répondu que oui, ça va vous être envoyé par courriel avec les informations pour les organismes pour lesquels ils représentent. Alors, encore une fois, merci beaucoup puis passez une bonne journée. Merci.